Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Money in the Bank 2021. Un pay-per-view vraiment assez attendu quand même et assez symbolique puisque évidemment il s'agit du grand retour du public, le début des tournées aussi, ça y est, ça va reprendre. Donc là on est quand même content de revoir du monde pour venir voir un show de catch avec des réactions de toutes sortes, hein, bien sûr. Mais au moins ça va réagir et bye bye le Thunderdome hein, qu'on a quitté lors du Raw d'hier, donc ça fait du bien. On va enfin voir un vrai public. Et pour le Money in the Bank, c'est quand même très important aussi d'avoir justement un public qui pousse, notamment pour les deux ladder match dont on parlera tout à l'heure, puisqu'effectivement le destin d'un homme et d'une femme va changer à tout jamais, puisque un homme et une femme vont tenter de décrocher la mallette et ces deux personnes vont avoir un an bien entendu pour cacher et devenir champion de Raw ou de SmackDown, voire de NXT, hein, c'est aussi envisageable. Donc c'est toujours quelque chose qu'on attend quand même avec impatience, hein, c'est un peu comme le Royal Rumble à ce niveau-là. Il y a toujours un peu de hype à ce niveau-là. Donc moi ça me fait quand même plutôt envie. Voilà, toujours pareil, hein, en dépit des problèmes de booking, de storyline, des build-up qui sont relativement faibles, notamment du côté de Raw, SmackDown étant toujours assez dominé par la storyline de Roman Reigns, dont on parlera aussi tout à l'heure. À noter malheureusement hein, il y avait un match entre Bayley et Belair, hein, un inévitable match. Hein, je pensais que le Hell in a Cell match aurait clôturé tout ça. Et ben non, ils ont refait un match cette fois-ci dans un I Quit match cette fois-ci qui n'aura pas lieu puisque la pauvre Bayley s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou. Donc là, elle en a pour au moins 9 mois, même plus. Donc là, c'est un peu un c'est navrant, c'est assez navrant, mais on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement et au final, ce sera Carmella qui la remplacera et qui affrontera Belair, mais dans le prochain SmackDown et non pas au Money in the Bank, hein, ce qui fait qu'il y avait un match du coup, c'est un match qui a été annulé pour Money in the Bank, ce qui a laissé à la place du coup un autre match dont on parlera aussi tout à l'heure. On va juste évoquer un match qui n'a pas encore été annoncé. Je fais comme d'habitude, je vous parle d'un match qui n'a pas été annoncé mais qui risque de l'être. Je vous en donne qu'un seul. Je ne parlerai pas d'un match entre Sheamus et Carrillo, peut-être une revanche, hein, puisque à chaque fois, hein, il n'arrive jamais à s'affronter, parce que Sheamus attaque toujours Carrillo avant, hein, comme il l'a refait à Raw. Donc ils peuvent peut-être faire une revanche lors du kick-off. Et il y a évidemment Damien Priest hein, qui commence aussi à montrer le bout de son nez pour démarrer une feud avec Sheamus. Hein. Vous vous souvenez que j'en avais parlé après Mania, hein, que c'était une feud qui m'aurait bien intéressé de voir Priest contre Sheamus. Donc là, ça semble bien parti, donc j'en suis content. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit déjà le match qui soit prévu dimanche. Peut-être que quand même Carrillo, faudrait peut-être lui donner quand même au moins une chance dans un match, on va dire, qui va commencer correctement, sans attaque avant. Voilà. Et dans un kick-off, ça passera très bien. Voilà, je pense qu'on aura peut-être un match comme ça. Et donc le match que j'ajouterais, le voici, ce sont les Mysterio, donc Dominic et Rey Mysterio, les champions tag team de SmackDown, pour défendre leur titre face aux Usos, puisque après quand même une longue absence, les Mysterio père et fils, hein, puisque effectivement Dominic s'était fait défoncer par Reigns, et un peu avant le Hell in a Cell, et lors du Hell in a Cell, Reigns avait détruit Rey Mysterio, et voilà, bon, le père et le fils avaient un peu disparu, donc c'est vrai on était parti sur plusieurs semaines sans champion tag team, donc c'était un peu emmerdant. Et ils ont fait leur retour là en s'attaquant aux Usos, alors que Edge s'occupait de Roman Reigns, hein, donc pour builder le Money in the Bank. Donc là, ils sont de retour, et en plus on nous annonce, hein, ce qui est logique, un 3 contre 3 pour le prochain SmackDown, donc qui va être le grand retour aussi du public, hein, le premier weekly devant du public, et donc le prochain SmackDown, donc avec les Mysterio père et fils, avec Edge, pour affronter les Usos et Roman Reigns, donc ça va être un gros main event. Donc le fait qu'ils ajoutent ça, enfin qui nous book ce main event, enfin probablement main event, hein, pour SmackDown, je pense que ça signifierait peut-être que les Mysterio vont défendre leur titre contre les Usos au Money in the Bank. Ça c'est mon petite hypothèse.
Je pense que le match va être officialisé vendredi, peut-être avant, un peu avant SmackDown, hein, sur les réseaux sociaux ou le jour ou pendant SmackDown. Ça sera voilà, ils vont l'annoncer à ce moment-là, je le pense. Donc ça pourrait être un très très bon match. Ça, je pense que ça va être, c'est quand même un match que moi je l'attendais. Enfin, moi je le voyais plus pour SummerSlam. Bon, c'est ça qui est le problème. Ils se sont déjà affrontés deux fois d'ailleurs, hein. Il y a vu le coup du roll-up, enfin c'était Jimmy oui, qui avait pris un pin, mais il avait l'épaule levée, changement, donc du coup il y avait une erreur d'arbitrage. Donc ils ont fait un rematch le plus tard dans la soirée, et puis Roman Reigns est intervenu pour faire un DQ. Du coup, victoire encore des Mysterio, mais par DQ. Donc c'est jamais clean quoi. Donc je pense qu'ils vont faire un match 3 là. Et j'irai bien, si je fais un pronostic, si je faisais un pronostic, j'irais bien vers la victoire des Usos. Voilà, tout simplement. Parce que je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. D'avoir Reigns et les Usos, tous avec une ceinture. C'est le clan, vraiment, le clan Samoan qui serait vraiment paré d'or. Je pense qu'on s'en va tout doucement vers ça. Et puis que les Usos auront servi, on va dire, plus de champions de transition pour ensuite passer aux Usos, puisque je pense que c'est ça qui va arriver, en dépit peut-être hein, effectivement de ce qui s'est passé encore avec la énième arrestation de Jimmy Uso pour conduite en état d'ivresse, mais vu il semble avoir un totem d'immunité, hein. On l'a revu au dernier SmackDown, donc hein, il s'en sort toujours très bien, hein, Jimmy, hein. Donc je pense que hein, avec Reigns dans les parages, je pense il a aucun souci, mais bah, à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être l'empêcher empêcher d'avoir les titres? Je pense pas. Je pense que ça va pas avoir d'impact. Mais ce qui se disait, c'est que on avait besoin quand même de la présence de Jimmy Uso pour les build-up à venir. Donc, je pense qu'il s'annonce, hein, il va y avoir peut-être un gros truc, peut-être autour du Rock ou quelque chose comme ça. Ça, on verra bien. Mais je vais prendre un petit risque. Je vais donner la victoire aux Uso si le match, bien sûr, a lieu dimanche. Allez, on va passer cette fois-ci à la vraie carte. On va passer un match qui vient d'être annoncé, enfin qui a été annoncé hier. AJ Styles et Omos qui défendront leur titre par équipe d'Euro contre les Viking Raiders. Donc un match qui a été, oui, ajouté l'heure du Money in the Bank. C'est un changement d'orientation, hein, puisque ce match de championnat était normalement prévu pour le prochain Raw, donc l'Euro post Money in the Bank, hein, finalement, qui sera le premier Raw devant du public, et du coup bah, il a été avancé au Money in the Bank, peut-être aussi, donc comme je vous disais tout à l'heure, la conséquence de l'annulation du match entre Bayley et Belair. Maintenant bon bah j'ajoute quand même l'autre match entre les Mysterio et les Usos, donc on aurait peut-être les deux titres tag qui seraient défendus, hein. On aurait 6 matchs plus plus peut-être le Mysterio Uso, ça ferait 7 matchs. Ça me semble pas mal, 7 matchs. Je pense qu'on peut avoir une carte comme celle-ci. Et donc voilà, donc les titres tag, en tout cas d'Euro, ça c'est sûr, ils sont défendus. Voilà, bon ça tourne, c'est pas grand-chose, hein, ça tourne autour des AJ Styles qui on va dire qu'il y a des mots assez durs envers les Vikings, ils sont puants, ils sont poilus, ils sont puants, et voilà, ils aiment pas leur manière, voilà, ils critiquent leur peuple, tout simplement. Ça, c'est pas grand chose, hein, c'est assez faible. Et hier, il y a eu, à Raw, il y a eu 2 matchs simples, hein, donc AJ Styles qui a perdu contre Ivar, et Omos, hein, pour la première fois, qui catchait pour la première fois en solo, affronter Eric, et il a gagné, bien sûr, Omos. Pas trop de surprise, hein, j'aurais fait pareil, un 50-50 booking. Donc victoire finalement des deux big men, hein, de chaque équipe. Voilà, avant de builder le Money in the Bank. Je pense que le match peut être pas mal, ça peut être sympathique. Ça pourrait même faire un bon opener d'ailleurs. Homos, hein, il est très élémentaire, hein, c'est le big man élémentaire. Je pense que c'est ce que Vince recherche, hein. Il y a rien de spectaculaire avec lui. Ce sont des grands coups des grands coups d'avant-bras, des backbreakers, powerbomb, voilà ce genre de choses, et écrasement dans le coin. C'est très 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 basique, mais je pense que c'est vraiment ça que recherche Vince. Pour les résultats, je vois pas trop de surprises. Je donne la victoire à la conservation des titres par Omos et AJ Styles. Je pense que les Viking Raiders sont là plus comme challenger de transition avant de passer à la suite. Et la suite, hein, bien sûr, pour moi, c'est RK-Bro. C'est RK-Bro, puisque cette équipe-là semble bien fonctionner, et je pense que ils vont continuer à capitaliser sur cette improbable alliance entre Riddle et Orton. Un Orton d'ailleurs aux abonnés absents, on en reparlera aussi tout à l'heure.
Euh, mais je pense que c'est quand même l'objet. Je pense que c'est une équipe qui plaît à Vince et donc je pense que ce duo improbable est voué à affronter Omos et Styles pour les titres, probablement à SummerSlam, pour peut-être même leur prendre les titres. Voilà, ça c'est, on en reparlera évidemment pour SummerSlam, mais je pense que c'est un peu ce qui se trame pour la suite, pour la suite. Donc je donne non, pas de surprise, hein. Donc victoire, conservation des titres et par Omos et AJ Styles, mais avec quand même un match plutôt compétitif. Et puis bon, je pense Omos risque de faire peut-être la décision, hein, avec peut-être avec son double end shock slam. Voilà. Donc voilà, le match peut être sympathique, mais ça fera le taf, je pense, pour peut-être ouvrir le show mais ce sera peut-être plus un ladder match, un Money in the Bank ladder match pour ouvrir. Mais voilà, ça sera peut-être une belle pause, une belle petite pause, justement après un ladder match. Ça peut être aussi placé comme ça. Allez, on va passer au match suivant. Rhea Ripley, la championne d'Euro, qui défendra son titre contre Charlotte Flair, bien évidemment. Alors que s'est-il passé un peu au niveau des build-up, hein, du build-up de ce match? Donc il y a Adam Pearce, hein, et Deville qui étaient sur le ring pour parler de ce qui s'était passé à Hell in a Cell, hein, souvenez-vous, de la disqualification vraiment ridicule de Ripley, après s'être servi de la protection de la table des commentateurs pour frapper Flair, et ils avaient disqualifié Ripley. C'était un peu idiot ce spot, bref. En tout cas, Pierce et Deville étaient là pour en parler. Deville dit que pour cette raison, hein, ils aimeraient voir Ripley sur le ring, hein, et donc Ripley, elle arrive et puis elle dit qu'elle a entendu dire que Deville veut la sermonner. Ah bon. Pierce dit que oui, sa réaction d'hier soir était inacceptable. Et Ripley lui demande de quoi il parle. Ouais, elle comprend pas. Et Deville dit que le titre peut seulement changer par tombée ou par soumission. Donc Pierce dit que c'était un geste volontaire. Hein, et Ripley a dit elle a vu Charlotte Flair briser les règles pendant si longtemps, quoi. Donc Charlotte elle aurait fait exactement la même chose. Donc dit Flair à ce moment-là elle arrive et puis elle dit elle est fière de Ripley là, hein, puisque la veille à Hell in a Cell, elle bottait le cul de Ripley là, et puis Ripley elle a prouvé qu'elle était plus intelligente, hein, une adversaire avec un haut sens stratégique, quoi. Mais elle va quand même détruire Ripley, quoi. Voilà, c'est ce que dit Flair. Et Deville dit que si c'est sa façon de demander un rematch, elle va lui en donner un. Voilà, bon, toujours un peu la petite alliance, hein, le petit favoritisme entre Deville et Flair. Elle va lui en donner un, donc un rematch. Nous aurons donc un Charlotte contre Ripley au Money in the Bank, hein, voilà, donc le match a été booké, donc finalement dès le lendemain de Money in the Bank, hein, ça n'a pas traîné. J'ai quand même trouvé, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que les officiels sermonnent Ripley dans ce segment sur les règles des matchs de championnat, hein, pour au final ne même pas ajouter de stipu au match, afin justement d'éviter toute disqualification comme à Hell in a Cell. Ça n'avait pas de sens de ne pas le faire, puisque ça signifie donc que Ripley peut encore refaire la même chose au Men in the Bank, hein, en toute impunité alors. Puisque il la sermonne en disant non, mais il faut pour prendre la ceinture c'est par pinfall au submission, donc peut pas y avoir de DQ, quoi. Si vous voulez pas de DQ, donnez un match no DQ. Vous voyez, enfin je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas ajouté de stipu à ce match. Bref, on en revient au suivant, donc où Ripley, Brooke et Rose affrontaient Flair, Natalia et Tamina, hein, dans un 3 contre 3. Victoire des Heels, hein, donc de Flair, Natalia et Tamina, grâce à un big boot de Flair sur Rose. Et après le combat, Ripley s'amuse à frapper Charlotte, hein, derrière la jambe, à la manière de Charlotte justement, hein, le petit fauchage de jambe, et prend la fuite en bas du ring. Hein, voilà, le build-up qui demeure quand même assez light, hein, jusqu'ici. L'euro suivant, Flair est sur le ring avec une béquille, hein, pour faire le point sur sa santé. Elle dit qu'elle sait que c'est troublant, hein, de la voir ainsi. Ripley l'a blessé au genou avec sa propre prise à elle, hein. Les playoffs de la NBA sont ruinés, hein, par des blessures, mais la plus grande news, hein, c'est quand même qu'elle va peut-être rater le Money in the Bank. Ripley a tellement peur de défendre son titre qu'elle utilise ses propres prises à elle. Donc la seule façon pour elle d'éviter le match, c'est de la mettre à l'écart. Et Charlotte dit alors qu'elle aurait sûrement fait pareil, hein, c'est un coup de génie. Qu'est-ce qu'elle ferait s'il y avait quelqu'un meilleur qu'elle? En fait, personne n'est meilleur qu'elle, quoi. Personne n'est meilleur que Charlotte Flair. Donc il y a Ripley à ce moment-là qui arrive, en béquille, qui prend énormément son temps pour venir sur le ring, là, avec cette béquille, là, c'était vraiment chiant. Elle a pris 3 heures pour venir. Ripley dit alors que Charlotte a raison. Elle a fait exactement ce que Charlotte ferait
c'est ce qu'elle fait présentement. Et Ripley dit qu'elle voit clair en Charlotte. Elle peut jouer un meilleur jeu qu'elle. Elle sait que Charlotte est une drama queen. Ripley alors repousse la béquille de Charlotte. Et Charlotte peut marcher sans problème. On voit que finalement elle n'était pas blessée. Et donc les deux s'échangent des coups de béquille, quoi. Comme un film de cap et d'épée, quoi. N'importe quoi. Elles se bloquent, hein, mutuellement. Charlotte prend finalement la fuite, hein, lorsqu'elle perd le contrôle de sa béquille. Voilà, un affreux segment, hein, franchement. Ça, c'était vraiment pas bon du tout. Et on en revient donc on en arrive au Raw de cette semaine, hein, où Ripley a rabattu Natalya, hein, dans un assez bon match, hein. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de Natalya depuis bien longtemps. Et Ripley aussi a fait une solide performance, vraiment un bon match. Et qu'est-ce qui se passe après le match? Flair, évidemment, attaque Rhea Ripley avec un balayage derrière la jambe gauche de Ripley, donc exactement le même move. Balayage derrière la jambe gauche de Ripley, et ensuite Flair lui applique un figure four de l'extérieur du ring afin d'augmenter la pression, en lui disant ensuite, hein, que l'imitation est la meilleure des flatteries. Charlotte dira alors en interview que tous les fans vont réaliser que c'est la fin du game, quoi, pour Rhea Ripley au Money in the Bank. Voilà pour le build-up, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, finalement. C'est assez particulier. Les alignements heel et face ne sont pas très clairs. On a l'impression que Ripley reste quand même plus du côté face, hein, puisque comme dans le 3 contre 3 qu'on a vu, elle était avec Brooke et Rose. Flair, ils l'ont mise avec Natalya et Tamina, hein, donc qui sont plus heel. Donc voilà, je pense que l'alignement, ils veulent nous montrer plutôt une Ripley face et une Charlotte heel. Mais moi, j'ai pas vraiment envie de voir ça comme ça. J'ai l'impression de voir que c'est plus une Ripley un peu plus en essayant d'être un peu plus en mode badass, et qui veut essayer de faire mieux que Flair, hein. C'est un peu toujours la traditionnelle feud, hein, autour de Anything you can do, I can do better, hein, qu'on avait déjà pu voir notamment entre les Street Profits et les Viking Raiders l'an dernier, avec le coup des Jeux Olympiques, entre guillemets, ou même entre Ricochet et Velveteen Dream à NXT, hein. Voilà, c'était aussi une storyline qui tournait autour de ce proverbe, finalement. Donc j'ai l'impression que c'est un peu là aussi la même chose, même si le proverbe n'a pas été cité dans le build-up. Voilà, on en est, hein, à peu près, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident au niveau de s'investir derrière quelqu'un, puisque effectivement il n'y a pas de vrai babyface bien affirmé entre les deux, hein. Flair certainement pas, Ripley un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. C'est pas parce qu'elle s'amuse un peu à se moquer d'elle, c'est des moqueries, c'est des imitations, voilà, quoi. C'est pas un vrai non plus, un vrai comportement de babyface, hein, ça c'est sûr. Pour le pronostic, c'est un match qui est vraiment compliqué à pronostiquer, puisque Ripley avait perdu, mais par DQ, donc ils avaient fait un finish à la mort moelle-neu. Oui, WrestleMania 36. Ripley avait perdu contre Charlotte, donc on a quand même une Ripley qui n'arrive jamais à gagner. C'est un peu ça, donc Flair, c'est un peu sa bête noire. J'ai quand même envie de tenter, c'est le retour du public, hein, voilà, on marque le coup. Je tenterai le changement de ceinture, là, la victoire de Charlotte, pour une chose, on va dire, qui me fait un peu plus pencher vers ça, c'est ce qui s'est passé justement dans le dernier segment de Raw, c'est-à-dire le segment du dernier Raw, c'est-à-dire le fauchage de jambes de la part de Charlotte sur Ripley, avec justement ce figure four un peu appuyé, qui est peut-être un élément qu'il faudra prendre en compte dimanche. Dans quel état sera la jambe de Ripley? Comment elle va arriver sur le ring? Est-ce qu'elle sera pas en train de boiter un petit peu? Vous voyez le genre. Je pense que c'est déjà une façon de prendre un avantage, un ascendant psychologique, et que, à mon avis, ce n'est que le début c'est qu'un travail préparatoire de la part de Flair avant la finition finalement de Flair dimanche. Je pense que cette attaque à la jambe n'est pas le fruit du hasard. Alors évidemment, elle a rendu la monnaie de sa pièce à Ripley, qui avait fait pareil sur Flair, mais sauf qu'elle, bon, elle a feint complètement la blessure. Mais là, il n'y avait pas, hein, là, elle a vraiment fait mal à la jambe, hein, donc là, il n'y avait pas elle faisait pas semblant, hein, Ripley. Donc attention à ce qui va se passer dimanche. Attention aussi, est-ce que si il veut nous jouer, continuer à nous jouer ça, à qui est la plus maligne des deux, est-ce que Ripley ne va pas arriver en boitillant, en faisant croire à Charlotte
qu'elle est vraiment diminuée, et puis finalement elle va lui foutre à l'envers, et puis finalement elle va pas être blessée, et puis elle va la mettre derrière, elle va la surprendre. Attention, c'est pas impossible, pas impossible. Et évidemment, selon le placement du match, attention aussi au cash-in. Attention au cash-in. Alors évidemment, on en parlera du pronostic du Money in the Bank féminin, mais admettons que ce soit une fille d'euro, attention, parce que peut-être un petit scénario, imaginez que Ripley batte Flair, hein, la surprenne un peu, justement, la prenne à son propre piège, et à son propre jeu, et que derrière, mauvaise réaction, vraiment une très mauvaise réaction de Flair, qui cette fois-ci détruit la jambe de Ripley, hein, vraiment, et derrière, boum, le cash-in de la personne qui viendra de gagner la mallette, si c'est une fille d'euro, pour aller ramasser les miettes et cacher sur Ripley. C'est un petit scénario comme parmi tant d'autres. Ça pourrait être aussi l'inverse, peut-être un cash-in sur Charlotte aussi, si elle prend la ceinture, qui pourrait être aussi quelque chose d'envisageable dans la mesure où on pourrait éventuellement gonfler le palmarès de Charlotte assez vite, hein, façon New Day, hein, allez hop, on prend un petit titre supplémentaire pour Flair, et hop derrière, hop, on se fait cacher dans la gueule pour déjà perdre son titre, et puis qu'elle ait une chance de le récupérer déjà dans pas longtemps. Vous voyez, et hop, on gonfle le palmarès assez vite, quoi. Attention aussi à ça, ce n'est pas inenvisageable. Maintenant, oui, le coup de la jambe, quand même, qui a été amoché, j'ai envie plus de le prendre comme une façon de protéger Ripley dans la défaite, dimanche. Parce que comme ça, on aura une protection pour Ripley. Bah oui, elle était diminuée à la jambe, donc elle n'était pas à 100%, donc ça protège déjà un peu Ripley, c'est le perd le titre. Voilà un peu mon interprétation des choses. C'est ce qui va me faire pencher plus en faveur de Charlotte. Et puis bon, le retour du public, voilà, Flair, voilà, bon c'est la reine Charlotte. Donc là, ça fera plus d'effet si elle prend la ceinture devant du public. Et puis bon, ça fera déjà un premier run plus qu'honorable, on va dire, en termes de durée pour Ripley, hein, qui aura duré quand même 3 mois et demi, hein, un peu plus de 3 mois et demi, voilà. C'est pas si mal, hein, la fille, en plus, elle était même pas prévue pour être à Mania, et pour prendre le titre, hein, voilà, on sait très bien ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là. C'était le plan C, quoi, hein. Donc, c'est déjà très bien pour elle, voilà, ça ferait 3 mois et demi de règne. Maintenant, voilà, la qualité de son règne, évidemment, il est très discutable, mais on va dire en termes de durée, c'est quand même pas mal déjà pour un premier règne, hein. La fille, elle vient d'arriver dans le main roster, elle a déjà le titre, quoi. En 3 mois et demi, et puis 3 mois et demi en tout cas au moins 3 mois et demi de règne. C'est déjà pas mal pour elle. Donc ce serait pas choquant qu'elle perde, même si évidemment beaucoup de gens vont rager. Encore la Queen Charlotte, hein, qui se prend encore sa petite ceinture, qui va se gonfler son palmarès, va finir par dépasser son propre père, machin. Oui, ça risque d'arriver, hein. Ça risque d'arriver, il faut pas se leurrer, hein. Donc voilà, je mets mes couilles sur la table et je vais partir sur la victoire de Charlotte Flair. Match suivant, match comptant pour le championnat de la WWE entre Bobby Lashley et Kofi Kingston. Voilà, un match qui a été avec quand même un build-up quand même assez riche, j'ai envie de dire, puisque ce qui s'est passé après le Money in the Bank, hein, c'est que Kofi Kingston a réclamé, donc après le Money in the Bank, on se rappelle Lashley qui avait porté un petit roll-up, hein, sur McIntyre pour s'imposer avec une intervention, on va dire, de MVP. Donc il y a Kofi qui a réclamé un match de championnat là au Money in the Bank directement, vu qu'il n'a rien de prévu ce soir-là. Lashley accepte mais ne veut aucune intervention, hein. Du coup, il propose un match face à Xavier Woods plutôt, afin de le détruire et être tranquille justement au Money in the Bank. Woods accepte, mais ce sera dans un Hell in a Cell match. Donc encore un, donc après celui de SmackDown, donc peut-être que USA Network a voulu aussi avoir son propre Hell in a Cell match. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça en aura fait quand même 4, hein, en 4 jours. Hein. Hein, ça fait quand même pas honneur au Hell in a Cell, hein, qui était quand même une stipulation vraiment spéciale à l'époque et qui signifiait quand même quelque chose, hein, quand elle avait lieu. Là, on en fait tous les 4 matins, là, pas possible. Donc un bon petit match, hein, au final en tout cas, entre Woods et Lashley, hein, dans ce Hell in a Cell match. Lashley battra Woods avec un Hurtlock, et MVP viendra dans la cage pour la cadenasser derrière et empêcher Kofi, hein, d'intervenir, pendant que Lashley, lui, il continue de détruire Woods avec sa Hurtlock, avec sous les yeux d'un Kofi qui est impuissant
à l'extérieur de la cage. Voilà, une image assez forte qui était plutôt pas mal. Et dans l'Euro suivant, bah, Kofi fait une promo sur le ring, hein, et puis il dit qu'il y a des moments dans une vie, hein, qui vont nous changer pour le bien, pour le pire. Il sait pas comment la semaine dernière l'a changé, mais entendre son partenaire, hein, son ami, son frère, hein, Xavier Woods, hurler de douleur dans la Hell in a Cell avec Bobby Lashley enfermé et lui de l'autre côté, il pouvait rien faire quoi pendant que Woods avait besoin de lui. Et la semaine dernière, donc, Woods a montré au monde entier quel type d'adversaire il était. C'est le moment de montrer du respect à Woods. Kingston dit que Lashley a gagné, c'est ok pour ça, mais l'après-match ne lui convient pas. MVP s'est enfermé dans la cage avec Lashley et Woods. Il ne peut pas oublier les images de Woods, hein, qui souffre, mais il sait qu'il va faire payer Lashley car il va tout lui prendre. MVP ensuite, hein, arrive sur le ring, il dit ah, je pense avoir compris que Kingston pense pouvoir battre Lashley. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue venant de Kingston, quoi. Pourtant, il en a dit des choses, hein, des choses ridicules, hein, avec les booty hose, etc., quoi. L'histoire de Kingston est belle, mais il pourra rien faire, hein, face à Bobby Lashley, hein, voilà. Sur le ring contre Lashley, il pourra rien faire. Et MVP donc dit qu'il a un message venant de Lashley. Il a profité de chacune des secondes, hein, dans la cage, et qu'il a pour intention de lui faire la même chose. Ce que Brock Lesnar, attention, Brock Lesnar qui est cité, ce que Brock Lesnar lui a fait, hein, à Kofi, hein, on se rappelle du squash, hein, lorsque Kofi avait perdu son titre. Donc ce que Brock Lesnar avait fait à Kofi va passer pour un jeu d'enfant en comparaison donc de ce que Lashley va faire à Kofi au Money in the Bank. Kingston dit que Lashley semble devenir plus soft, hein, plus doux, quoi. Hein, voilà. Il a déjà battu Lashley et il sait qu'il peut le refaire encore. Hein, effectivement, il peut le refaire. On se souvient effectivement qu'il avait battu Lashley, bon, intervention de McIntyre, hein, il faut se rappeler. À chaque semaine, Lashley perd une couche, hein, comme à chaque fois, comme il perd chaque semaine. Du coup, voilà, en gros, il devient de plus en plus nu, si on peut dire. À la fin, Lashley va finir comme MVP, quoi. Hein, un gars qui se promène avec un costard trop dispendieux pour lui, quoi. Et MVP dit que il fait ça car il y a un an, ils ont commencé cette aventure, hein, du hard business. Lashley mérite le respect de tous pour son succès. Kingston dit qu'il a jamais pris un jour de congé pendant ses 6 mois de règne. Il a même amené le titre, hein, en Afrique, hein, au Ghana, chez lui, pour montrer que tout est possible et que le lendemain, il défendait déjà son titre, quoi. Donc pendant ce temps-là, Lashley, lui, il est en vacances, il perd la concentration sur le titre, et Kingston dit que c'est lui qui va lui prendre le titre. MVP dit que Kingston travaillait fort, hein, à nourrir son ego en allant en Afrique, et il dit que Woods était optimiste, hein, à vouloir gagner dans le match de cage, dans le Hell in a Cell match, mais au final, Woods il a perdu et puis il doit rester chez lui, quoi. Donc les chances de Kofi pour gagner au Money in the Bank vont dans la même direction, hein. Voilà, il va perdre, quoi. Donc Kingston dit que Woods sera de retour la semaine d'après, la semaine prochaine, comme il est un guerrier, au contraire de MVP qui joue une blessure depuis 6 mois, hein, sa blessure à la jambe avec sa canne là. MVP dit qu'il n'a pas été libéré par le médecin, hein, sinon il aurait lui botté le cul sur le ring. Kingston alors quitte le ring et il vient vers lui et lui porte un Trouble in Paradise à MVP. Et Kingston dit que maintenant MVP est blessé. Cette fois-ci c'est vrai. Voilà. Et puis pour l'Euro suivant, Woods est de retour finalement avec Kofi Kingston et ils affrontent en équipe le Lashley MVP dans un match tag assez moyen, hein, notamment à cause d'un MVP vraiment hors du coup, parce qu'il faisait aussi son retour sur le ring, hein, après une longue blessure à la jambe, donc MVP qui était vraiment hors du coup, hein, il était vraiment pas bon. Et Kofi évidemment fera le tomber sur MVP grâce à son Trouble in Paradise, hein, mais il en avait porté un aussi à Bobby Lashley juste avant, qui était peu vendu d'ailleurs par Bobby Lashley, ce qui m'a un peu posé problème, parce que si Lashley ne vend pas ou pratiquement pas le Trouble in Paradise là dans ce match, ça va donner quoi Money in the Bank? C'est quand même là, c'est quand même le coup principal de Kofi. Donc ça va être difficile pour Kofi, quoi. Voilà, ça c'était une petite réflexion que je m'étais faite. Et donc on en revient au Raw d'hier où Lashley affrontait Xavier Woods, hein, donc à nouveau, mais cette fois-ci dans un match simple, hein, pas de cage. Victoire surprise de Woods, hein, et oui, pas roll-up, malheureusement. Vous le savez, moi j'aime pas les champions qui prennent un pin comme ça, clean en plus, juste avant un pay-per-view, dans un Go Home Show. Ça, j'aime pas du tout cette façon de faire, surtout un champion fort et dominant comme Lashley. Ça m'a un peu gêné. Maintenant, ils ont voulu raconter une histoire,
hein, j'en parlais vite fait là, puisque du coup Lashley il s'est barré, ça l'a énervé, hein, il a quitté le building. Même MVP a dit que, en interview qu'il reviendra, hein, puisqu'il y a un VIP lounge pour le main event, hein, qui se profile. Donc voilà, ils vont essayer de lui réserver le meilleur des accueils, hein, à l'aide de toutes les nanas qui est autour là. Voilà. Et donc justement, on en arrive directement à ce segment final d'Euro, le VIP lounge. MVP dit que nous avons eu un champion, hein, qui a écrasé tous ses adversaires à la WWE. Et qu'un endroit tout ça s'est passé dans le Thunderdome, mais qu'il renomme pour l'occasion le Lashley Dome. Le champion sera d'ailleurs sur la route dès la semaine prochaine devant le WWE Universe. C'est son honneur de nous présenter le champion Bobby Lashley. Donc il y a toutes les filles là avec MVP sur le ring, hein, on attend le Lashley maintenant. Personne n'arrive. Donc MVP recommence, il refait la présentation, personne n'arrive encore. Donc MVP refait la présentation avec les femmes là, et Lashley arrive finalement, un peu débraillé là, la cravate dénouée, sans sa veste, juste le petit gilet. MVP demande s'il va bien. Lashley dit que MVP a suffisamment parlé là, et maintenant il veut discuter seul à seul avec lui. Donc là il demande aux femmes de se barrer. Lashley dit alors qu'il croyait que Kofi voulait entrer dans sa tête et inventer des choses à son sujet, mais finalement il se rend compte que Kofi avait peut-être raison, que tout en lien avec MVP le fait devenir plus mou, hein, plus soft. Donc qu'est-ce qui lui arrive là? Il a perdu là, il vient de perdre contre Xavier Woods, alors qu'il n'aurait dû laisser qu'une montagne d'os après lui être passé dessus, quoi. Ça aurait dû être une formalité ce match. Donc pendant ce temps, MVP veut l'aider avec des femmes là et du champagne, mais cette merde doit cesser. Il en a marre de ça. Donc ils doivent revenir aux affaires, hein. Son seul plaisir, c'est de détruire chacun des esprits qui voudront l'affronter pour son championnat VVE. Lashley commence alors à lancer les objets du décor, hein, du VIP Lounge. Il s'énerve, il balance tout, les tables, le canapé, tout. Lashley reprend le micro et dit que ce week-end, il fera ce qu'il aurait dû faire avant. Il va briser Kofi Kingston en deux. Il va entrer dans ce match en champion et quittera en champion tout puissant. Voilà. Il espère que Kofi amènera tous ses amis, sa famille, le WWE Universe pour le soutenir, car il va le détruire. Il espère même que Kofi sera prêt à se battre, hein, pour sa vie. Il enverra la tête de Kofi dans une boîte, hein, à toute sa bande de clowns là, et dimanche, il va tuer la carrière de Kofi. Voilà comment se termine l'Euro. Donc une excellente promo, hein. Il m'a assez surpris, Lashley. Sa meilleure promo peut-être depuis bien longtemps, hein, peut-être même depuis son retour à la WWE carrément. Hein, il m'a plutôt bien convaincu à ce niveau-là. Maintenant, ce qui m'interroge, oui, c'est effectivement ce teasing de split entre MVP et Lashley, quoi. Hein, on a eu le Hard Business qui s'est scindé, et là maintenant on fout la merde entre MVP et Lashley, quoi. Donc c'est assez étonnant. J'avoue que je m'attendais pas déjà à la défaite de Lashley contre Woods, et aussi à ce segment où c'est un peu tendu, où Lashley en a un peu ras-le-bol de tout ce que MVP fait avec les femmes là, le champagne, et le côté un peu plus festif, qui lui, Lashley a l'impression effectivement de perdre sa concentration, de perdre son momentum, et son côté un peu plus dominant, mal dominant, le Almighty quoi qu'il était, parce que voilà, il y a trop de distractions, quoi, trop de distractions, les femmes, le champagne, la fête, et du coup voilà, il est plus dedans, quoi, et que Kofi finalement, il avait plutôt raison quand il disait que Lashley était devenu un peu plus soft, quoi, un peu plus roudoudou, si on peut dire. Voilà un peu pour le build-up. Donc voilà, je vous ai donné l'essentiel. Le pronostic maintenant, je ne vois pas de changement de ceinture, hein. Voilà, Bobby Lashley va conserver. Je ne vois absolument pas Kofi nous refaire le coup de WrestleMania 35, hein, qui était dans un tout autre contexte. Ils ne le feront pas. Il va pas gagner. Il va pas à nouveau devenir champion de la WWE. Kofi, il faut pas rêver. C'est un challenger de transition, pour ma part. Mais par contre, il faut penser à la suite. Quid de la suite pour Lashley à SummerSlam? Et pourquoi ce segment? Il y a une petite idée peut-être. Et si l'idée c'est que justement on n'aille pas justement vraiment vers un split, pour que MVP ramène Brock Lesnar. MVP qui ramènerait Brock Lesnar pour cette fois-ci le manager, et pour s'en prendre à Lashley, pour avoir justement cette fameuse feud, ce fameux match entre Lashley et Lesnar dont beaucoup de fans parlent.
et que beaucoup de fans aimeraient avoir. Donc peut-être à SummerSlam. Et puis de toute façon, il n'y a pas pléthore d'adversaires possibles. Donc voilà, j'aimerais bien vous reparler de Keith Lee, mais à chaque fois la même blague. Où est Keith Lee, quoi? Toujours avec ses problèmes, il nous annonce rien, on sait pas ce qui se passe, donc à un moment ça devient long là. C'est depuis le début de l'année qu'il est plus là. Donc à un moment donné, donc voilà, moi j'aimerais bien vous parler de Keith Lee, mais voilà quoi. Donc pour l'instant, je ne peux pas le mettre dans le game. Donc mais Lesnar, je pense que, à mon avis, il y a quelques coups de fil qui ont été passés pour SummerSlam. Parce que il va falloir, je pense, mettre un gros coup de Star Power pour SummerSlam. Ils vont préparer un énorme show avec une grosse carte. Qui va être assez blockbuster un peu, beaucoup de star power, et donc je pense que ça fera vendre hein, pour SummerSlam, qui sera on va dire un WrestleMania bis, hein. Ça va être un show à la Mania quoi, hein. Ça va être assez spectaculaire, donc bah, je pense que un Lesnar Lashley, ça c'est assez vendeur, hein, il faut le dire. Donc ce qui pourrait être intéressant, je vais vous donner un petit scénario. Donc victoire. Alors, pas un squash, hein, je pense pas qu'ils vont faire un squash, mais en tout cas une fin peut-être un peu expéditive, enfin une fin un peu à sens unique, où Lashley détruit Kofi, il lui porte sa Hurtlock, abandon de Kofi, hein, donc le match se termine, la cloche sonne, victoire, donc conservation du titre par Lashley, mais sauf qu'il ne lâche pas la prise, il continue sa Hurtlock, ding 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 ding, donc on continue de sonner, et Xavier Woods qui sera là, va venir, va essayer d'intervenir pour décadenasser, pour faire décadenasser Lashley, sauf que bah, Lashley ne lâche rien, et bah, du coup, le Woods ne peut rien faire, et du coup, il y a même MVP en personne qui va monter sur le ring pour essayer de raisonner Bobby Lashley pour lui dire arrête, c'est bon, t'as gagné, plus la peine de continuer quoi, c'est bon. Essayer de le raisonner, sauf que Lashley, bah, il est quand même assez retors, et du coup, il va continuer, et puis, il va le regarder un peu de façon un peu menaçante, hein, MVP, et il va se barrer, en fait, il va prendre sa ceinture, il va se barrer, pour continuer d'appuyer sur la tension qui vient d'être racontée lundi cette semaine, là, à Raw, continuer à raconter quelque chose, voilà, et nous teaser de plus en plus un split entre Lashley et MVP. Alors vous me direz, ah ben peut-être que la MVP va faire perdre Lashley. Alors oui, pourquoi pas. Moi j'y crois pas trop parce que je trouve que c'est un peu abrupt. C'est un peu abrupt que MVP, genre, il va faire perdre Lashley juste quoi? Pourquoi? Juste parce que Lashley lui a dit ouais c'est bon, je suis devenu soft à cause de toi. Ouais, là les filles, les nanas, machin, le champagne et tout, c'est un peu à cause de toi que je suis devenu un peu comme ça, et que je perds mes matchs et que j'ai perdu ma concentration et mon focus. Ça me semblerait un petit peu light pour que en quelques jours MVP fasse perdre Lashley quoi. Le geste est quand même assez fort de se retourner contre son poulain. Pour ça, certes, on peut le faire un peu par orgueil, par fierté, mais je trouverais ça un peu abrupt. Et je trouverais plus intelligent, si c'est ça qui est prévu, avec Lesnar, c'est que, effectivement, dès l'Euro post-Money in the Bank, après ce qui viendra de se passer la veille, si on a un Lashley qui part un peu énervé là, qui s'enfuit, on va dire, et qui laisse MVP en plan, est-ce que, allez, pour finir un peu le show, le Raw, en beauté, hein, pour avoir quand même un moment marquant pour le premier Raw devant du public, que MVP nous ramène voilà, un gros Brock Lesnar pour venir attaquer Lashley et pour qu'on comprenne que MVP, c'est devenu son manager. Puisque Paul Heyman, de toute façon, il est occupé avec Roman Reigns. Lesnar, on sait qu'il va pas faire les promos lui-même. Donc, quitte à faire revenir Lesnar, autant qu'il ait un manager, et peut-être que ce manager serait MVP. Voilà. Et là, on a donc un nouveau duo. Et là, on part. On a la vraie feud entre Lashley et Lesnar pour SummerSlam. Et avec plutôt, je dirais plus un Lesnar face et un MVP qui turnerait face du coup
par la même occasion, avec un Lashley qui resterait donc heel dans l'histoire, quoi. Je pense que ce serait plus comme ça. Voilà, ça s'écrit relativement facilement, ça. Voilà, moi je verrais bien la suite des opérations de cette manière. Voilà, c'est complètement du fantasy booking, hein, vous le savez, moi j'aime bien fonctionner comme ça. J'aime bien me raconter des histoires, essayer d'inventer un scénario qui pourrait coller par rapport à ce qu'on me montre à l'écran. Et cette tension, on va dire un peu surprise, que j'ai vue à Raw là, à la fin du Raw, entre Lashley et MVP, ça peut être une graine plantée pour ça, quoi. Pour qu'on en arrive là. Parce que je vois pas sinon pourquoi il ferait ça, quoi. Donc on verra bien, mais moi ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et je vais donc donner donc là la conservation de Lashley, mais avec un post-match, peut-être un post-match qui risque d'être peut-être aussi intéressant, voire plus intéressant que le match en lui-même, même si le match peut être bon, hein. Lashley Kofi, ils l'ont déjà fait, ça marche plutôt pas mal, hein, ce combat, voilà, effectivement deux styles très opposés, un Kofi qui fera le taf, hein, devant du public, il va tout donner, on sait qu'il est là pour ça, voilà, adversaire de transition, certes, mais voilà, il fera du bon taf, il va faire un peu lever la foule. Woods sera peut-être déjà aux abords du ring, ou alors il viendra un peu plus tard, directement des coulisses, pour intervenir dans le post-match, hein, s'il arrive ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc le match peut être pas mal, mais donc conservation de Bobby Lashley, avec donc le scénario post-match qui peut être très intéressant, hein, celui dont je vous ai parlé. Match suivant, Roman Reigns, le Tribal Chief, the head of the table, pour affronter Edge, le fameux match qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait pas pu avoir, qui était pourtant prévu pour WrestleMania à la base, mais Daniel Bryan, vous vous en souvenez, c'était ajouté à l'équation. Donc là, le fameux Spear contre Spear, le voici, ça y est, hein, on va l'avoir. Alors le build-up, hein, il est assez riche, je dirais. Je vais quand même vous raconter un peu tout ça. Bah, qu'est-ce qui s'est passé après Hell in a Cell? Il y a Jey Uso là qui est toujours pas là. Il est aux abonnés absents, hein, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Il y a Jimmy qui se porte volontaire alors pour le remplacer au sein de la famille en tant que bras droit de Roman Reigns. Reigns alors a encore quand même des doutes, hein, sur Jimmy et il lui demande de prouver sa valeur. Heyman lui donnera même un match face à Dolph Ziggler, hein, que Jimmy remportera assez facilement, mais il ne sera pas convié au segment promo de Reigns avec Heyman, hein, pour conclure le show. Jimmy sera mis à l'écart, encore de la manipulation. Rollins est allé voir quand même Adam Pearce et Sonya Deville et s'est porté volontaire pour être le prochain challenger de Reigns au Money in the Bank, car il se dit prêt physiquement, mentalement et spirituellement, et que personne ne mérite cette place plus que lui. Pearce et Deville lui répondent qu'ils vont y réfléchir et prendre cette demande en considération, sauf qu'à la fin de ce SmackDown, Edge a fait son gros retour justement pour attaquer Reigns. On verra alors à Talking Smack un segment inédit dans lequel Edge vient voir Adam Pearce et Sonya Deville pour demander un title match face à Reigns au Money in the Bank, hein, le fameux match qui n'avait pas pu avoir lieu à WrestleMania. Pearce accepte directement, sans hésiter, et Rollins alors, qui était invité à ce moment-là de Talking Smack et qui regarde ces images en direct et qui se met évidemment à s'énerver, il réagit mal, et puis puisqu'il avait fait sa demande en premier à Pearce et Deville, et tandis que ici Edge gagne directement son opportunité, quoi. Dans le SmackDown suivant, il y a Edge qui fait une promo, hein, qui dit que WrestleMania aurait dû être l'aboutissement de son histoire, 10 ans après avoir dû rendre le titre vacant, hein, voilà, on s'en souvient, mais il n'a pas réussi, il ne l'a pas vu venir, ce n'était pas son plan, il a regardé le match ensuite, hein, le match de WrestleMania. Reigns s'est fait très discret dans ce match, hein, ce triple threat contre Bryan et Edge. Il dit que Reigns s'est fait très discret dans ce match. Sa crainte, c'était que Daniel Bryan soit impliqué et lui coûte le titre. Et c'est ce qu'il a fait. Il pourrait se plaindre de plusieurs choses qui lui ont coûté ce match, hein. Le Edge de 2006 l'aurait sûrement fait. Mais nous sommes en 2021 et il y aura toujours des excuses et des obstacles. Il a surpassé des obstacles toute sa vie, hein, sinon il serait pas là aujourd'hui. Il s'arrêtera pas, hein. 1 contre 1 face à Roman Reigns, il sait qu'il peut le battre. Il a ramené une preuve. Il nous montre alors une photo de WrestleMania 37, hein, sur laquelle Edge avait appliqué son crossface sur Reigns. Le visage de Reigns, hein, représente la peur, c'est ce qu'il dit, contrairement au sien.
hein, lorsque sa musique a commencé la semaine dernière, la réaction de Roman Reigns, hein, que Edge a fait son grand retour, la réaction de Reigns a confirmé hein, ce que pensait Edge, il va le battre, ce n'est qu'une question de temps, il deviendra champion universel. Dans les coulisses, il y a Jimmy Uso qui est avec Paul Heyman et qui dit qu'il protège Roman Reigns, hein, tout comme Reigns le protège. Ils vont s'en prendre à Edge là, lorsque Reigns sera là. Heyman ne dit pas un mot hein, sur cette promo. Un peu plus tard, Paul Heyman est rejoint par Jimmy Uso, qui lui dit qu'il va prévenir Adam Pearce et Sonya Deville, qu'il appellera Edge à la fin du show. Edge dit qu'il sait qu'il se dirige vers un piège ce soir. Il sait ce qu'ils essayent de faire, mais s'ils veulent faire ça ce soir, ils peuvent, hein. Il est prêt. C'est un son of a bitch vindicatif, hein, dit-il. Rollins vient alors voir Pierce et Deville, hein, et il dit qu'il pensait avoir été oublié hein, lorsqu'ils ont mis Edge face à Roman Reigns. Pierce dit que Edge mérite cette opportunité. Il a remporté le Royal Rumble et n'a toujours pas eu le 1 contre 1 hein, dont on parlait. Deville dit que Rollins pourra avoir son match hein, de titre, son match de championnat, s'il bat Cesaro la semaine prochaine pour se qualifier pour le Money in the Bank, puis remporte le Money in the Bank ladder match. Cela fait rire à ce moment-là Rollins, hein, et il s'en va. Paul Heyman est avec Jimmy Uso, qui veut savoir où est Roman Reigns. Heyman répond que Reigns doit faire des choses hein, pour sa famille, hein, et que Jimmy soit le main event Jimmy Uso à ce moment-là. Jimmy dit qu'il va l'être, hein, il va l'être, et il vient seul sur le ring. Jimmy est sur le ring et demande donc où est Edge. Il n'y a que Edge et lui ce soir. Il demande à ce qu'il vienne, et Edge arrive sur la scène. Edge lui dit que Roman Reigns utilise sa famille, il utilise Jimmy, comme il l'a fait avec Jay, et dire que Jimmy était censé n'être la salope de personne, hein, on s'en souvient, et ben maintenant, c'est l'une des salopes de Reigns. Voilà ce que dit Edge. Reigns a tendu un piège parfait, mais ce n'est pas un piège pour Edge, mais un piège pour Jimmy Uso. Voilà ce que dit Edge. Donc Edge monte sur le ring, il attaque Jimmy, Edge lui applique son crossface, Jimmy tape, et Edge finit par arrêter. Il se place dans le coin et lui fait son spear. Il va prendre une chaise et la casse hein, pour prendre un barreau de la chaise hein, et lui faire son crossface avec le barreau, comme à WrestleMania 37 donc sur Reigns. Le message envers Reigns est envoyé et Jimmy s'est bien fait manipuler par Reigns hein, et Heyman. C'est ce qu'on peut dire à l'issue de cet épisode dans lequel Reigns était absent, hein, ainsi que Jay, encore une fois. On en revient donc au dernier SmackDown qu'on a pu voir, avec Reigns hein, qui était revenu, qui était de retour, et il vient sur le ring et puis dit que beaucoup d'entre nous n'ont pas aimé hein, qu'il ne soit pas présent la semaine dernière. Il a beaucoup de choses hein, concernant la semaine dernière qu'il n'a pas aimé lui-même. Il a commencé par ce menteur d'Edge qui est venu ici pour dire que Reigns avait peur de lui et qu'il était dans sa tête quoi. Reigns, lui, il est un homme honnête. Donc pendant leur match de WrestleMania, il peut l'avouer, hein, pendant peut-être un instant, hein, la peur peut arriver parfois. Hein, quand il lui a tenu là, une prise de soumission là, pendant 10 ou 20 secondes, oui, peut-être qu'il y a eu une certaine peur, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Eh ben, il s'est relevé, et puis il les a tous écrasés, puis fait le tomber, quoi. Voilà. Smash them, stack them, et pin them, quoi. Voilà, comme il a été écrit sur son maillot la dernière fois, quoi, après Mania. Donc, qu'Edge ne vienne pas dire hein, qu'il est dans sa tête, et que Reigns a peur de lui, quoi. Hein, la seule raison pour laquelle Edge l'a eu il y a quelques semaines, c'est parce qu'il n'était pas concentré et qu'il avait des problèmes familiaux à régler. Et d'ailleurs, en parlant de famille, il est temps de régler quelques affaires. Hein, et Jimmy arrive alors et il dit à Reigns qu'il a affronté Edge la semaine dernière pour eux, hein, pas pour lui. Reigns devait être en vacances, sûrement. Mais Reigns lui demande quand est-ce que je t'ai dit de faire des choses pour nous ou de prendre des décisions là pour nous, quoi, hein? Parce que si quelqu'un mérite bien des vacances, c'est bien moi. Hein, mais moi, j'en prends pas des vacances. J'étais occupé juste à faire le boulot de ton boulot à toi, quoi. Voilà ce que j'étais en train de faire. Donc, il y a à ce moment-là Jey Uso qui fait son grand retour, hein, après quand même un mois de vacances, et qui dit à Roman Reigns que son bras droit est de retour. Il dit à Jimmy, hein, son frère, qu'il est grand temps, là, cette fois-ci, de refaire ce qu'ils font de mieux, c'est de devenir 7 fois champion par équipe. Et du coup, au passage, hein, le soutien hein, dans les moments difficiles, comme il dit, dans les hard times. Hein, donc, une petite allusion donc à la conduite, l'arrestation pour conduite en état d'ivresse qui venait d'avoir lieu en plus. Voilà, c'était la seule référence du show à ça. Roman Reigns dit alors que tout ce qu'il faut
c'est tout ce qu'il faut. Voilà, juste être champion par équipe, hein, et champion universel pour moi, quoi. Ils le font ensemble, quoi. Voilà, personne ne peut les toucher, hein, s'ils le font à sa façon. Si on fait tout, si vous suivez ce que je fais, bah on sera intouchable. Donc Roman Reigns fait un câlin à ses cousins, hein, de façon, on va dire, assez appuyée, hein, avec un regard assez sournois. Reigns en interview dit qu'il réserve, hein, ce qu'il a à dire pour plus tard. On verra si Roman Reigns a suffisamment de couilles, hein, ou si Dumb and Dumber, hein, le rejoindront, hein, comme il dit. Ce ne sera pas une bonne réunion de famille en tout cas, et ce n'est pas une prédiction, mais c'est un spoiler. Edge plus tard a une interaction intéressante avec Rollins, hein, qui était en train de célébrer justement sa qualification Money in the Bank en interview avec Kayla Braxton. Edge arrive alors derrière Rollins, hein, et lui dit qu'il a pas changé depuis 2014. Hein, c'est un clin d'œil finalement à un vieux segment entre les deux en 2014, hein, qui avait vraiment eu lieu. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite allusion à 2014. Donc quand Edge dit que Rollins n'a pas changé depuis 2014, bah, qui continue de se plaindre, hein, de ne pas avoir de title match, alors que lui, bah, il en a un, quoi. Voilà. Et maintenant, bah, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller appeler Roman Reigns, quoi. Donc Edge fait son entrée sur le ring. Et il dit qu'il remportera le titre au Money in the Bank. Et n'importe quelle personne qui se mettra sur son chemin ressemblera à ça. Et on voit alors des photos de Reigns et de Jimmy Uso lors du crossface, hein, avec le bout de la chaise, hein, que Edge leur avait porté à tous les deux. Voilà, donc sa collection est en train de se compléter. Il deviendra donc champion universel au Money in the Bank, hein, c'est ce que dit Edge. Sans le titre, l'île de Reigns n'est plus pertinente. Il sera dans sa tête jusqu'à ce que le travail soit fait. Edge dit à Roman Reigns de venir. On voit alors Reigns, hein, qui est avec Jimmy, Jay et Paul Heyman dans les coulisses. Reigns leur dit de rester là. Il va s'en charger. Reigns fait son entrée, mais les Usos le suivent quand même. Reigns n'est pas content. Il se met face à Edge. Roman Reigns et Edge se battent finalement. Puis bah, c'est là que donc les Mysterio, comme je vous disais en début de vidéo, font leur grand retour après une longue absence pour attaquer les Usos. Les Edge et les Mysterio finissent par prendre le dessus. Edge va prendre une chaise et la casse à nouveau, tandis que Roman Reigns s'en est allé sur la scène. Edge applique son crossface sur Jey Uso avec un bout de chaise. Et Reigns et Edge se regardent. Et Edge refait un crossface sur Jey, puis sur Jimmy. On apprendra donc plus tard, donc on aura donc un 3 contre 3 lors du prochain SmackDown, comme je vous disais. Ça va être très intéressant. Voilà, une bien belle affiche qui fait sens donc au vu de cette fin d'épisode. Ça annonce donc aussi possiblement donc un Mysterio contre les Usos au Money in the Bank, comme je vous l'avais indiqué, voilà, par rapport à ce qui s'est passé notamment dans le dernier SmackDown. Voilà donc pour le build-up, hein, qui était plutôt bien foutu. Voilà, Edge a fait de bonnes promos, ça continue à nous raconter de bonnes histoires entre les Samoans, on va dire. Même si voilà, il y a eu des absences, hein, de Jay notamment, Jimmy qui a fait un peu le bouche-trou, Reigns qui s'absentait à un moment donné aussi. Il y a eu des petits creux. Et puis bon, bah, Edge est revenu, puis ça a redonné un peu d'allant. C'était pas mal, au moins c'est bien raconté, c'est bien écrit, et on fait au moins un effort pour nous raconter quelque chose, nous raconter une histoire. Voilà, c'est malheureusement ils prennent beaucoup de soins pour cette storyline, mais pour le reste, ça laisse vraiment à désirer. Pour le pronostic, la conservation de Roman Reigns, ça c'est sûr. Hein, je pense pas qu'il va y avoir de changement de ceinture. Hein. Reigns, bah, voilà, hein, il sera champion ad vitam aeternam, j'ai envie de dire presque. Mais par contre, le finish peut être intéressant parce que Edge n'est pas sûr de perdre clean déjà. Il peut y avoir encore une finish discutable. Il peut y avoir un DQ. Mais voilà, pas de changement de titre, mais attention donc à la fin discutable. Mais surtout, je pense à la suite parce que finalement, on parlait bien sûr de John Cena, qui était peut-être même prévu pour être de retour lors du prochain SmackDown là, pour peut-être faire quelque chose pour Money in the Bank, etc., etc. Sauf que voilà, bon, on a appris qu'il allait être en tournage au mois d'août en Europe, donc pile pour SummerSlam, pour le build-up de SummerSlam, etc. Donc ça devient de plus en plus improbable, pour ne pas dire impossible, que Cena soit présent au SummerSlam. Donc ça fout quand même en l'air une grosse cartouche pour SummerSlam, donc ça va devenir compliqué. Bah, on passe toujours au Rock, mais toujours pareil. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que c'est pas plutôt une affiche pour Mania? Quel sera l'agenda du Rock? Est-ce que ce sera possible ou pas? Bref. Est-ce que ça mérite pas un build-up un peu plus important? Bon. Parce que finalement, le build-up, ça va passer vite. Hein. Ça va passer vite. Donc, à voir.
Donc il n'y a pas de pléthore de choix possibles. Maintenant, ce qui est intéressant évidemment, je vous en ai un peu parlé, c'est les interactions entre Rollins et Edge, puisque c'était une rumeur qui date depuis quelque temps d'un match entre les deux, entre Rollins et Edge, à SummerSlam. Et quand on voit ces interactions, on se demande de plus en plus si ça va pas arriver. Ça semble de plus en plus probable. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. C'est vrai que c'est plutôt un petit dream match, quoi. Donc je pense que c'est un match qui est dans les cartons de Edge, dans sa to-do list, hein, depuis son comeback. Je pense qu'il a envie d'affronter des mecs comme Rollins, quoi. Voilà. Là, il a, je pense que ça fait partie des adversaires qu'il aimerait affronter. Donc je pense que il peut se passer quelque chose comme ça. Ah, peut-être que Edge, pardon, peut-être que Seth Rollins va gagner la Money in the Bank, va arriver, va peut-être nous refaire un coup à la WrestleMania 31, va intervenir dans et faire un triple threat. Bon, ça serait étonnant de refaire le coup, mais bon, on sait jamais. Ou carrément faire perdre Edge. Voilà, je pense que le scénario le plus probable, c'est que Rollins fasse perdre Edge. Peut-être avec un coup de mallette, s'il est Money in the Bank winner, ou ou en intervenant sans rien, enfin normalement quoi, en faisant DQ quoi. Parce que il n'aura pas supporté que Edge lui dame le pion ça gagne un match de championnat à Money in the Bank alors que Rollins lui il s'était porté candidat avant. Voilà, et ça il apprécie pas cette injustice quoi. Donc forcément on a envie de penser une intervention de Rollins quoi. Donc du coup attention au DQ, il peut y avoir quelque chose comme ça et peut-être que du coup l'absence de Cena va faire que on va trouver un plan B avec peut-être cette fois-ci un triple threat match entre Reigns, Edge et Rollins. Voilà, peut-être. C'est peut-être ça, la combine. C'est peut-être ça qui va se passer par rapport au finish du match qu'on va avoir dimanche. C'est peut-être ça qui va s'annoncer. Parce que Rollins, finalement, oui, Rollins, il peut affronter Edge, certes. Mais, s'ils font ça, à SummerSlam, qui va affronter Reigns, quoi? Qui va affronter Reigns? Si c'est pas un triple threat, c'est compliqué quoi. Donc est-ce que ça va être dépendant de celui qui aura gagné le Money in the Bank, qui aura caché sur Reigns victorieusement peut-être, et qu'on aura un rematch à SummerSlam, voilà, peut-être. Si c'est un Biggie ou un Kevin Owens ou quelque chose comme ça, on sait jamais, peut-être. Parce que là, on parle maintenant, on parlait de la draft là pour fin août début septembre, mais on en parle même peut-être plus en octobre maintenant, donc elle serait peut-être décalée. Donc évidemment, on pense à McIntyre qui aimerait aussi peut-être avoir son rematch face à Edge. Hein, après ce qui s'est passé au Survivor Series, hein, où c'était pas clean, il pourrait aussi avoir des velléités, mais là, il n'y a pas de draft tout de suite. Puis bon, on peut parler aussi de Karrion Kross, hein, qui va probablement bientôt faire ses débuts dans le main roster avec Bronson Reed, mais bon. Les foutre directement sur Reigns pour SummerSlam, je pense qu'il faut pas y compter quoi. Donc finalement il n'y a pas tant de possibilités que ça. Lesnar, on peut en reparler aussi, hein. Évidemment que ça reste une éventualité. Et évidemment de voir un Lesnar peut-être plus en mode face pour se confronter à Reigns et surtout à Heyman, bien sûr que c'est une option envisageable. Mais alors pareil, à ce moment-là je vais vous dire, on déshabille Pierre pour habiller Paul quoi. Donc à ce moment-là, on fait quoi avec Lashley derrière à SummerSlam? S'il n'y a pas de Lesnar. Et je vais vous reparler de Keith Lee, mais bon, ça sert à rien. Bref, voilà, donc il y a pas tant de possibilités que ça. Oui, alors évidemment, oui, Goldberg, si on reste sur sa logique de 2 matchs par an dans son contrat, oui, il a encore un match, Goldberg, mais bon, c'est bon, quoi, arrêtez, vous voulez vraiment faire? Non mais, ils sont capables de le faire. C'est vrai que le Reigns Goldberg, il a pas pu avoir lieu à WrestleMania 36. Hein, on se souvient pourquoi. Donc Goldberg va peut-être se pointer, dire tu m'as pas oublié toi en fait par hasard. Voilà, bon, c'est pas très engageant, hein, c'est pas très engageant, je suis désolé. Puis bon là apparemment l'Arabie Saoudite risque de repointer le bout de son nez à la fin de l'année, hein, donc voilà, Goldberg fera son petit match en Arabie Saoudite et puis voilà. Mais là je pense qu'il a pas à se ramener là contre Reigns, hein, je pense pas. Voilà, c'est ce que je pense, hein, c'est tout. Bref, voilà, pas pléthore de choix. Victoire a priori de Reigns. Voilà. La clinitude, hein, si je puis dire, la clinitude des choses, par contre, on peut en douter. C'est vrai. Évidemment, les Usos risquent d'être pas loin. Hein, dans le bordel. Pourquoi pas les Mysterio aussi, hein, puisque on sait pas encore s'ils vont s'affronter au Money in the Bank, mais
qui s'affrontent ou pas, peu importe. Et il peut y avoir des petites interactions encore entre les Usos et les Mysterio, et qui vont peut-être aussi intervenir pendant le match. Ça peut être un peu overbooké cette affaire, hein, attention. Et bien entendu, Rollins, comme je vous disais, et voir un cash-in en direct, peut-être pour faire un triple threat, ou peut-être caché après le match aussi. Attention, imaginez que s'il y a un cash-in sur Reigns ou sur Edge, j'y crois pas des masses, j'avoue, j'y crois pas des masses. Et puis bon, moi j'aime bien les mallettes, hein, les Mr. Money in the Bank qui restent un petit peu longtemps, hein, avec une mallette pendant un certain temps, pour nous teaser un cash-in. Parce que si c'est pour le cacher le soir même, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais moi je suis pas fan de l'exercice. Déjà que l'année dernière, en plus, on a eu le coup avec Asuka, mais bon, circonstances particulières, on va dire. Mais la mallette aura existé 24 heures. Voilà. Et puis bon, bah, on sait ce qu'ils ont fait avec Otis, et puis le Miz, hein, la utilisation catastrophique de la mallette. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc je vais donner la victoire à Reigns. Hein. Voilà, le coup sûr, on va dire, le coup sécure. Mais attention, voir comment ils vont enrober ça. Mais Rollins sera a priori pas loin s'ils veulent faire un Rollins contre Edge. On va passer donc au match suivant, là, les deux matchs importants. Hein. Le Money in the Bank féminin. On a 7 filles pour l'instant. On sait bien qu'il y en a 8, mais la 8e, on va la connaître probablement à SmackDown. C'est donc Zelina Vega pour l'instant, avec Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Almost a Superhero, donc son nouveau nom, un peu ridicule, hein, mais voilà, faut s'habituer. Liv Morgan et Natalia, voilà. Pour les qualifications, comme on en est arrivé là, Asuka et Naomi ont battu Eva Marie et Doudrop. Après que Doudrop ait refusé le tag avec Eva Marie, ça m'avait surpris ce geste, hein, de rébellion, hein, après seulement une semaine d'existence, hein, de ce duo improbable. Au moins, on évite le scénario que j'avais envisagé. J'avais envie, je vous en aurais parlé si les deux avaient été là. C'était de voir Doudrop qui viendrait prendre la mallette pour qu'Eva Marie, évidemment, se proclame Miss Money in the Bank. Alexa Bliss, hein, et Nikki on va dire Ass, hein, ont battu Jax et Baszler après un nouveau numéro d'hypnose de Bliss sur Reginald, qui ça a distrait Baszler, qui s'est pris un 58e roll-up, hein, par Nikki Ash pour s'imposer. Voilà, nouveau repackaging affreux de Cross en mode Molly Holly 2.0. Voilà, je sais bien que ça vient d'elle et que c'était ce qu'elle voulait faire, mais elle a l'air très heureuse, épanouie comme ça, mais bon, moi, je trouve ça assez gênant, on va dire, assez malaisant comme gimmick et comme repackaging. Hein. Bref, on a eu Carmella aussi qui avait été désignée directement par Devil aussi pour participer au Money in the Bank. Hein. Donc c'est dire la profondeur du roster féminin de SmackDown. Mais Morgan s'est alors présenté face à Carmella pour lui dire qu'elle l'avait déjà battu la semaine d'avant et que elle le méritait plus qu'elle, quoi. Donc Devil décide de faire un match, hein, le 3e d'affilée quand même, hein, entre Carmella et Morgan, pour voir si Morgan mérite une place au Money in the Bank, quoi. Morgan s'impose au final, mais elle est toujours pas officiellement qualifiée, quoi. Et rebelote la semaine suivante où Devil annonce cette fois-ci Zelina Vega, donc pour son grand retour, pour être une nouvelle participante au Money in the Bank, hein, voilà, directement, sans se qualifier, sans se faire chier. Morgan, évidemment, pour le running gag, se plaindra de la même façon et demandera un match face à Vega pour à nouveau prouver sa valeur. Et elle le gagnera encore, hein, avec un roll-up, pas clean en plus, avec la prise du calbut. Bon retour à toi, Zelina! Tu arrives et tu te prends déjà une petite défaite de merde par la prise du calbut, c'est super. On apprend hélas la semaine suivante la grave blessure de Bayley dont je vous parlais tout à l'heure. Devil annonce alors que le match de championnat du Money in the Bank est annulé et que Belair défendra son titre face à Carmella dans le prochain SmackDown. Morgan viendra à nouveau se plaindre à juste titre, hein, de ce nouveau passe-droit accordé à Carmella, sauf que Devil avait l'intention justement de dire à Morgan qu'elle était aussi qualifiée au Money in the Bank pour remplacer Carmella. Voilà, donc Morgan elle commence à être émue, elle prévient Carmella, elle lui dit j'espère que tu seras que tu gagneras le titre face à Belair, hein, dans le prochain SmackDown, comme ça je te cacherai tout de suite à la gueule, quoi. Voilà. Natalia a été aussi donc ajoutée par Sonya Deville sur Twitter ce lundi, quoi. Voilà, ils ont rien trouvé d'autre, hein, gratuitement, voilà. Pourquoi pas Tamina, juste Natalia, voilà,
Hein, désolé Tamina, hein, il fallait trancher quoi. Mais toujours pareil, Natalia, la taulière, à qui on attribue aussi encore beaucoup de passe droit. Il reste donc encore un billet qui sera donc probablement annoncé à SmackDown là. J'avoue que j'aime pas trop quand on est fixé au dernier moment comme ça et qu'il nous manque quelqu'un et qu'on n'a pas le plateau complet, hein, puisque ça complique les choses au niveau du pronostic. On a vu Shotzi Blackheart et Tegan Nox, hein, qu'il faut appeler maintenant Shotzi and Nox, qui ont fait leur grand début dans le main roster, donc à SmackDown. Tony Storm qui a été annoncé aussi coming soon, donc pas pour tout de suite, qui s'ajoutera aussi au roster de SmackDown, donc ça fait du bien. Hein, parce que SmackDown, bah, comme je vous le disais, ils ont un roster vraiment très 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 faible au niveau féminin et il fallait absolument renforcer ça. Mais il ne faudra pas s'attendre à voir Shotzi Nox ou Tony Storm venir s'ajouter, hein, dans le Money in the Bank, hein, en tant que huitième participante, hein, je ne pense pas. Je pense, hein, je vais vous donner mes petites pistes, mais euh, un call-up de NXT, bon, ça ferait beaucoup, hein, genre une Yoshira ou autre, mais je n'y crois plus trop. Avec bah, Storm, Nox et Shotzi, je pense ils ont fait ce qu'il fallait là, ils ont eu largement le quota des call-up. Évidemment Becky Lynch, évidemment Sasha Banks, qu'on n'a toujours pas vu depuis WrestleMania. Ce sont des candidates potentielles, évidemment. Maintenant, une Becky, une Banks, alors oui, on peut les annoncer avec le retour du public, ça peut s'annoncer, mais est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'avoir la mallette pour être championne? Je ne pense pas. Ces deux-là, on va dire, ont une aura, ont un palmarès qui font que elles n'ont pas besoin de ça, quoi. Becky va arriver, ça va être la grosse pop et elle va se présenter tout de suite, quoi. Elle a pas besoin. On sait que si elle arrive sur le ring pour faire son gros retour, c'est pour un match de championnat. Et elle va l'obtenir assez facilement. Il n'y a pas besoin de mallette pour ça. Et pareil pour Sasha Banks. Voilà, bon ben, elle va vouloir sa revanche face à Bianca Belair, parce que bon, je peux vous le dire, à mon avis, Belair va conserver face à Carmella. C'est une challengeuse bouche-trou de transition pour qu'on ait le Belair Carmella. Voilà, on va la voir. Puisque, et même si ça avait été Bailey, je vous aurais pronostiqué la même chose, victoire de Belair, qui aurait probablement étranglé Bailey avec sa tresse pour lui faire dire I quit. Ça, c'était mon scénario. Je peux vous le dire comme ça, même si ça ne sert plus à rien. Je suis prêt à parier que c'était ça qui se tramait. Voilà. Mais donc Becky Banks, je pense que on ne peut, je ne pense pas qu'elles auraient besoin d'être là pour être la huitième et surtout gagner le Money in the Bank, quoi. Par contre, moi je vais vous donner mon avis sur la huitième, comme ça on ne tournera pas autour du pot. Je pense que la huitième, alors j'espère qu'on va l'annoncer vendredi, il faudra pas attendre le dernier moment dimanche, hein. Voilà. Je pense que c'est Sonya Deville tout simplement qui va s'annoncer. Voilà, tout simplement. D'autant plus que j'ai lu là, via des rapports de Fightful, donc Fightful c'est en général assez fiable, que le retour in-ring de Sonya Deville est annoncé comme imminent. Donc tout colle, tout colle pour qu'elle soit de retour au Money in the Bank face au public. Voilà, ça marquerait le coup pour son grand retour. Après tout ce qui lui est arrivé et son départ de la WWE à SummerSlam justement, pratiquement il y a un an. Voilà, bah, ça pourrait être sympa pour elle. Et en tant que GM, enfin oui, co-GM, on va dire, elle peut s'annoncer elle-même, hein, comme participante. Et je pense qu'elle va le faire. Je pense qu'elle va le faire. Et puis comme il y a des petites tensions avec la Liv Morgan, là, sont en train de construire quelque chose. Je pense que ça va servir. Ça va servir dans le match. Donc, si maintenant on doit passer au pronostic, qui est pas facile, hein. Les Money in the Bank, c'est compliqué. Il y a tant de choses possibles, tant de scénarios possibles. C'est vrai que là, c'est pas facile à pronostiquer. D'autant plus que, comme je vous disais, il manque quelqu'un. Mais on va partir du principe que ça va être Sonya Deville. Enfin, en tout cas, j'espère que ce sera bien ça. Je pense que Deville va être là pour mettre des bâtons dans les roues de Liv Morgan, hein, puisque c'est la fuite qui s'annonce. Ce sera peut-être même un match pour SummerSlam, hein, sait-on jamais. Hein, s'ils le font pas en weekly, peut-être un Morgan Deville et que genre Morgan est sur le point de gagner, et puis que Deville va arriver, va faire tomber l'échelle, un truc comme ça. Vous me direz, ben, elle n'a pas besoin d'être participante, Deville, pour faire ça. Certes, elle peut faire tomber l'échelle en restant en costard cravate, comme elle a l'habitude d'être, et je pense que effectivement c'est possible que Deville fasse juste ça.
sans être une participante. Auquel cas, bah, encore pareil, il va falloir attendre la huitième. Et là, si c'est pas Becky Banks, que c'est pas Deville, là, on peut s'attendre à tout, quoi. Mais je vois pas vraiment autre chose comme possibilité. Donc je vais partir du principe que Deville va s'annoncer elle-même comme participante pour justement faire perdre notamment Morgan, hein, qui est une merde et qu'on continue d'alimenter ça, cette espèce de feud entre les deux. Voilà, bon, on peut évacuer Zelina Vega, on peut évacuer Asuka, qui l'a gagné l'année dernière, mais qui ne le gagnera pas cette année. Naomi, c'est pareil. Natalia, elle n'a pas besoin, elle est championne tag team, voilà, bon, elle va pas, elle va jamais gagner, puis c'est la vétéran, elle n'a pas besoin de ça. Il y a un petit push là, effectivement, pour Nikki H, qui, oui, qu'on voit là, mais bon, franchement, qui va y croire? Qui va y croire à Nikki Cross? Bon, enfin, Nikki Cross ou Nikki H? Moi, j'y crois pas des masses, franchement. L'avoir caché. Alors certes, ce petit push là, il est sympathique, mais bon, faut pas trop rêver. Liv Morgan, c'est pareil. Je pense que c'est encore, ça peut être un projet sur plus, mais plus sur à long terme, pas. Mais là, maintenant, lancer Morgan vers un push là, directement avec une molette et tout. Je crois pas que ce soit encore tout de suite, d'autant plus que Deville est là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc oui, vous aurez compris que, et vu Deville, alors Deville, oui, elle pourrait l'être aussi, hein, cette gagnante. Je suis pas sûr, bah, alors, ça serait de la hit, hein. Puis si la propre GM gagnait la Money in the Bank, certes, ce serait quelque chose qui n'aurait pas encore fait, mais est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible en fait. Comme ça. Si c'était Ideville la participante, ça pourrait effectivement se faire en cachant sur Bel Air par exemple et avoir la hit. Pourquoi pas? Et récompenser son travail de GM, lui donner le titre comme ça. C'est pas une idée à exclure, mais bon, néanmoins, bah voilà, j'ai écarté toutes les autres options. Donc vous devinez que ma favorite, ce sera Alexa Bliss. Alexa Bliss parce que je pense que Vince adore déjà Alexa Bliss. Il a adoré tout ce qu'elle a fait là, depuis qu'elle est redevenue, enfin qu'elle est revenue avec en mode creepy là, tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle nous a montré on va dire la partie un peu paranormale qu'on a pu voir d'elle depuis des mois et des mois en mode Covid, hein, en pleine pandémie. Je pense que tout ça a convaincu Vince, a convaincu même d'autres officiels, et je pense que ils vont la remercier comme ça. You're great, voilà comme dirait Vince. Euh, et je pense que qu'Alexa va avoir cette mallette qu'elle avait déjà eue d'ailleurs en plus. Hein, on se souvient de son cash-in le soir même d'ailleurs. Hein, elle avait fait valdinguer Ronda Rousey, elle avait caché sur Nia Jax, je me souviens de ça. Donc ce serait la deuxième fois, mais bon, avec un personnage complètement différent. Et si on en revient aussi au contexte, lors du dernier Raw, ben, on a un fatal four-way entre les quatre participantes de Raw au Money in the Bank, hein, donc Nikki, Bliss, Asuka et Naomi. Sauf que ça s'est très vite transformé en triple threat puisque Bliss a eu une interaction avec Doudrop et Eva Marie. Hein. Eva Marie qui a pris peur, hein, le cri primal, oh n'importe quoi, de Alexa Bliss. Doudrop l'a fait basculer par-dessus la barricade là, et puis Bob elle a disparu. Elle a disparu et on ne l'a pas revue du match et on ne l'a pas revue du show. Donc là, on a une Alexa Bliss aux abonnés absents. On ne sait pas où elle est. J'espère quand même que c'est pas un moyen de la rendre, va dire non participante pour qu'on ait un billet de plus. J'espère que c'est pas ça l'idée. Et pour qu'on mette une béquille par exemple à la place. Je ne pense pas parce que pourquoi est-ce qu'elle disparaîtrait pour être forfait quoi. Donc non, on sait très bien qu'elle a des pouvoirs et tout, donc bon bref. Donc je pense qu'elle va bien, elle va apparaître, on va the bank, il n'y aura pas de problème. Maintenant, comment elle va apparaître? Est-ce qu'elle va apparaître comme une fleur ou elle va apparaître plus tard dans le match? Est-ce qu'on va commencer le match à 7? Voilà, on sait pas ce qu'en fait qui se trame. Euh, on a vu qu'elle avait des dons d'hypnose. Maintenant donc, on apprend qu'elle a des dons de téléportation, on va dire, hein, un peu comme Shaquille O'Neal, hein, à la All Elite Wrestling. Hein, peut-être que actuellement, peut-être qu'Alexa Bliss est en compagnie de Shaquille O'Neal, hein, sait-on jamais.
hein, puisque les deux ont, ont ce don-là. Donc, est-ce que, du coup, bah, ça va être l'occasion de faire des spots avec Bliss qui va hypnotiser ses adversaires pour gagner un avantage. Est-ce qu'elle va pas aussi se téléporter? Alors là, ça va être plus compliqué, hein, parce qu'on est en direct, hein, quand même. Donc là, ils vont pas pouvoir cutter, hein. Ça va être compliqué. Je pense pas qu'ils vont le faire comme ça, du coup. Donc le côté téléportation, j'y crois pas trop. Mais euh, mon argument, c'est que je me demande si du coup ils vont pas faire gagner Bliss pour que on ait, pour la première fois de l'histoire, donc le premier cash-in par hypnose. Le premier cash-in sous hypnose, c'est-à-dire bah, que bah, à un moment donné, elle va venir, la championne sera en difficulté, elle va arriver, elle va la regarder là, elle va la fixer des yeux, la championne va exécuter tout ce que Bliss fait, genre elle va se coucher par terre, du coup la championne va se coucher aussi par terre, et du coup bah, Bliss, elle va la couvrir, 1, 2, 3, et hop, sans réaction, nouvelle championne. Ils en sont tellement capables, ils en sont tellement capables. C'est pour ça que j'avais ça en tête, le coup de l'hypnose. Voilà, le premier cash-in sous hypnose. Donc victoire d'Alexa Bliss. Voilà mon pronostic, presque rien. Enfin, c'est mon argument, c'est ça quoi. C'est l'hypnose, c'est sa disparition étrange là. Elle s'est téléportée, on sait pas où elle est. Je pense que voilà, il y a des choses à faire là-dessus et je pense qu'ils vont s'en servir. Et c'est aussi un moyen de la féliciter pour tout son travail entrepris, hein, parce qu'elle a quand même compensé l'absence du film et tout ça. Hein. Elle a quand même fait un gros boulot, hein, elle était très convaincante. Hein. Les storylines sont très contestables, ça on est d'accord, mais son personnage et tout ce qu'elle a fait, pour moi c'était quand même de très bonne qualité. Elle était assez convaincante dans son personnage, quoi, en soi. Même si c'était pas la folie, hein, ce délire surnaturel. Même s'il est un peu moins présent maintenant, d'ailleurs. Il y a moins de cuts. Bah oui, avec le public, il y a plus de cuts, donc il y aura plus de cuts. Donc, je pense ils sont en train de la préparer avec des dons un peu plus rationnels, si je puis dire, notamment l'hypnose. La téléportation, hein, ça va être plus difficile à faire. Euh, mais au moins, il n'y a plus de boules de feu. Il n'y a plus de liquide noir. Ça, on arrête les conneries. On a une Nikki peut-être un petit peu, enfin une Bliss un poil plus humaine, si je puis dire. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement au niveau de son personnage depuis, bah, je pense, pour la préparation, pour le public, quoi. Donc voilà, victoire d'Alexa Bliss. Le match peut être pas mal, mais je pense que ce sera plus du storytelling, parce que bon, après une ring, la qualité n'est pas complètement au rendez-vous lorsqu'on regarde les participants. Donc attention aux botches, attention aux erreurs avec les échelles, etc. Les spots, attention à éviter les blessures aussi, hein, attention. Donc je suis pas une fille comme Naomi, attention, hein, elle peut aussi parfois faire des conneries. Zelina Vega aussi. Natalia, malgré son expérience, elle peut faire des conneries. Morgane qui va être sûrement très stressée pour un match de cette importance. Hein, je pense que Morgane qui est assez émotive, je pense qu'elle aussi, elle peut vite faire n'importe quoi. Donc attention. Voilà, il n'y a une Asuka où j'ai confiance. Bliss, je pense que je peux avoir confiance. Et Nikki Cross, elle peut aussi faire du bon taf. Hein, Nikki H, on va dire. Elle peut faire du bon taf. Voilà, mais sinon le reste. Hein. Et puis Deville, attention, hein, Deville, elle a pas catché depuis très longtemps. Elle est pas encore elle a pas une grande expérience non plus. Donc c'est pas non plus la grande assurance. Si Deville, hein, bien sûr, participe bien au match. Mais voilà, donc je donne la victoire à Alexa Bliss. Et on va passer maintenant à ce qui, je pense, va être le mini event, hein, si c'est pas Reigns Edge. Mais en général, maintenant, on conclut comme ça, en général, hein, les Money in the Bank. Bah justement, c'est le Money in the Bank masculin. Donc on a le plateau complet, au moins. Là, on va pouvoir pronostiquer tranquillement, a priori. Hein. Kevin Owens, Drew McIntyre, Riddle, Ricochet, John Morrison, Biggie, Shinsuke ou Kingsuke maintenant, Nakamura et Seth Rollins. Voilà le plateau. Je trouve que le plateau a une sacrée gueule. Je pense il est vraiment bien. Ça donne envie. Le plateau est vraiment pas mal. Moi, je pense qu'on va avoir un très bon match. Je le vois bien en main event quand même, parce qu'en général, c'est ce qui conclut les shows, le Money in the Bank. Même s'il y a Reigns qui aime bien maintenant faire des mini events, hein, on le sait. Mais tout dépendra aussi de comment ils veulent raconter l'histoire. Parce qu'évidemment, bah, s'ils veulent faire un cash-in, un truc, genre un Rollins qui veut s'intégrer dans un triple threat, ou intervenir en donnant un coup de mallette justement à Edge, hein, après avoir gagné le Money in the Bank, voilà,
peut y avoir des choses comme ça. Donc ça dépendra de l'ordre de ce qu'ils veulent nous raconter. Donc ils peuvent le faire comme ça, avec un Edge Reigns en main event du coup. Mais je vais quand même maintenir, je pense que plutôt ce sera le Money in the Bank ladder match masculin pour clôturer. En termes de qualification, un Ricochet avait éliminé AJ Styles hein, après avoir été distrait. Hein, AJ Styles par les Viking Riders qui étaient venus attaquer Omos à l'extérieur du ring. Hein, voilà encore un petit élément de build-up hein, pour le tag match hein, justement. AJ Styles Omos contre les Viking Raiders. Morrison avait battu Orton après avoir été distrait par Riddle hein, qui poursuivait en trottinette le Miz hein, qui était en fauteuil roulant. Voilà, c'était assez particulier. Riddle avait battu lui McIntyre hein, clean dans un excellent match hein, qu'il faut vraiment voir grâce à un Victory Roll. Hein, le fait que Drew McIntyre venait de combattre hein, à Hell in a Cell 24 heures avant avec un dos encore bien amoché permettait aussi de le protéger un peu dans sa défaite. Donc beaucoup d'upsets hein, à ce moment-là dans ces matchs de qualif. McIntyre, lui, il a battu AJ Styles et Riddle puisque Riddle participait lui-même pour Orton, hein, puisque Orton était absent pour des raisons inconnues. Et du coup, dans un très bon triple threat match d'ailleurs, j'aurais peut-être pas fait gagner Drew, hein, qui n'a pas besoin de mallette aussi pour être champion, hein, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, pour Becky et pour Banks. Euh, Sauf que du coup, s'il gagne la mallette, McIntyre, bon, bah, ça lui fait quand même un match de championnat contre Lashley, en quelque sorte. Si Lashley est champion encore. Donc je pense pas qu'ils vont le faire du coup à ce niveau-là. Puisque sinon ça irait un peu à l'encontre de la règle, de la stipulation qu'ils avaient imposée au Hell in a Cell. Biggie, lui, il avait éliminé Apollo Crews. Kevin Owens, il avait éliminé Sami Zayn dans un très très bon Last Man Standing match. Hein, vraiment un très bon match de Weekly, là, c'était vraiment de bonne qualité. Rollins a battu Cesaro dans un assez bon match. Dommage hein, de ne pas avoir Cesaro aussi dans le Money in the Bank. Mais je sens quand même que son push touche à sa fin et qu'à part lui avoir donné un WrestleMania moment face à Rollins, il n'y avait rien de plus pour lui dans les cartons. Hein. C'est un peu triste à dire, mais je pense que c'est la vérité pour Cesaro. Et enfin, Nakamura avait battu Corbin hein, sans trop de surprise, puisque Corbin est quand même dans une dépression totale et en pleine losing streak. La qualification de Nakamura donc n'est pas une surprise. Voilà donc un peu pour les qualifications diverses. Pour le pronostic, c'est vraiment compliqué encore une fois de se projeter sur un pronostic là-dessus parce qu'il y a plusieurs possibilités. J'exclurais quand même Kevin Owens qui, même s'il le mériterait, hein, notamment avec tout ce qu'il a pu faire avec Reigns là, tous les bums qu'il a pris, euh, un cadeau de remerciement. Owens aurait le bon profil, hein, franchement, mais il n'est pas dans les favoris, il faut le dire. Du coup, bon, je, je serais content pour lui, mais j'y crois pas. J'y crois pas à Owens. Drew McIntyre, honnêtement, je ne le mettrai pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas besoin de ça déjà. Et, deuxièmement, bah, il y a cette feud hein, naissante avec Jinder Mahal. Hein, cette feud dont je vous ai parlé depuis quelques temps. Qu'on sentait venir. Hein, on sait que ce sont deux amis. C'était une feud qui était déjà dans les cartons il y a un an, mais bon, après, Mahal s'est reblessé, donc c'était toujours repoussé cette histoire. Et puis voilà, bah, ils l'ont fait. Ça y est, la feud elle est lancée. Alors si on s'arrête sur le dernier Raw, bah oui, cette histoire d'épée, machin, qui s'était fait voler, que Mahal lui avait piqué, puis finalement c'était qu'une réplique. Finalement, Drew a bien eu Mahal, il avait bien son épée avec lui. Et il a détruit la moto de Mahal voilà, en vengeance. Et du coup, il pense être tranquille là. Il pense maintenant pouvoir se concentrer sur Money in the Bank. Sauf que je n'y crois pas. Et là, je vais vous donner un scénario. Je pense que le trio infernal, là, Shanky, Veer et Jinder Mahal, vont forcément se venger de cette moto détruite en attaquant McIntyre et en notamment le faisant tomber de l'échelle pour l'empêcher de gagner. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose de très envisageable. Très envisageable, d'autant plus qu'on se rappelle il y a quelques temps d'un segment avec tous les mecs un peu laissés de côté, hein, on va dire, avec Alexander notamment, et Mahal, Hardy, voilà, pour dire, bah ouais, nous on n'a pas eu de match de qualif, machin, et Mahal avait dit, bah attention, parce que moi je pourrais tout à fait m'en prendre à un participant, par exemple, si vous continuez comme ça, si vous voulez pas me mettre dans un match de qualif, moi je dis ça, je dis rien.
Et voilà, il avait comme teasé quelque chose. Donc après, bon, il s'en est pris à McIntyre, hein, finalement. Ils ont commencé à teaser, enfin à faire quelque chose, un petit programme entre les deux, qui pourrait être fini depuis hier, hein, à Raw, mais en fait, je pense que c'est pas fini. Et ils vont faire quelque chose pour prolonger le truc. Et je pense que McIntyre Mahal, ça va continuer. Ça va continuer, quoi. Voilà. Riddle, il y a quand même une belle histoire à raconter par rapport à Orton, puisque Orton, c'est un peu comme Alexa Bliss. Il est pas là. Ça fait un bon mois qu'il est pas là. On sait pas ce qu'il fout. On n'a pas trop de news. Donc Riddle, bon bah lui, il en profite pour en parler. Il montrait que Orton lui manque. Hein. Il a envie de gagner même. Il a même teasé ça auprès de Ricochet. Il lui a dit, bah moi, j'aimerais bien cacher sur les titres tag pour avoir les titres tag, quoi. Euh, alors je pense que ça c'est juste une phrase en l'air, mais ils le feront jamais. Le cash-in sur les titres tag, ils le feront pas, je pense. Mais voilà, bon, ça on va dire dans l'histoire que Riddle lui raconte ça, Ricochet. Euh, mais on sait toujours pas ce qu'est devenu Orton. On a un Riddle aussi, il faut le dire, très blessé au pied, hein, au niveau du pied. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va falloir prendre en compte aussi en termes de storytelling, parce que pour monter les échelles, ça va être compliqué. On va avoir un Riddle diminué qui va monter péniblement en boitant, etc. Donc et puis bon, bah il y a un programme à venir, hein, comme je vous disais, moi je les vois bien champions par équipe, dans un programme avec AJ Styles et Omos, Orton et Riddle. Donc je vois, je verrai pas, je pense, la mallette en plus dans l'histoire, quoi. J'aimerais bien qu'on sépare un peu les programmes, quoi. Que le Mister Money in the Bank soit et sa mallette et puis fasse son job, mais que les tag teams, on va dire, hein, parce que Riddle maintenant il est en tag team, bah lui fasse son taf de son côté dans la division tag team, quoi. Donc je donnerai pas ça à Riddle, la victoire, hein, mais attention à l'attitude d'Orton, parce que est-ce que Orton va revenir de façon, il y a de bonnes chances, il y a de bonnes chances qu'il revienne dimanche déjà, hein, face au public, mais va-t-il revenir en faveur de Riddle? Ou est-ce qu'il va pas la lui mettre à l'envers et on va repartir sur une feud entre les deux? Ce serait un peu dommage parce que je pense que cette équipe fonctionne bien. Elle est assez convaincante et je pense qu'en interne ça plaît. Donc je ne pense pas qu'ils vont foutre la merde entre les deux déjà. Donc je pense que Orton va peut-être essayer de mettre la pièce, d'aider Riddle à gagner, quoi. Peut-être. Et justement, un Riddle qui a mal au pied, qui peut plus, il boite, et peut-être que Orton va arriver, il va le porter sur ses épaules, il va l'aider à monter l'échelle, et voilà. Ça, c'est un spot qu'on pourrait avoir. Voilà, mais vous voyez qu'il y a plein de scénarios possibles dans ce match. Ricochet, bon, bah là, il sort d'un excellent match, Falls Count Anywhere face à John Morrison, bon, avec le Miz aussi qui tourne autour. Voilà, bon, la feud. Morrison étant dans le match, hein, on va englober les deux. Morrison étant dans le match, il peut y avoir des interactions avec Ricochet. Ils vont faire, je pense, les gros spots là, les gros spots de Monkey Flip, on va dire. Euh, mais, euh, mais là, je pense que ça peut être très spectaculaire avec les échelles, hein. Morrison, son côté un peu Yamakasi, Ricochet, ce qu'il a fait déjà hier, à Raw, il a montré ce qu'il était capable de faire. Les Shooting Star Press, notamment les gros splash, il est capable de faire des manœuvres de fou. Donc ça va être spectaculaire. Mais j'ai bien peur de voir le Miz, du coup, sur son fauteuil roulant en ringside, qui va balancer du dripstick. Il va balancer de l'eau, quoi, de la flotte, hein, sur la gueule de tout le monde, notamment de Ricochet, qui va peut-être essayer de monter, et puis tic 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 tic, le petit coup de pistolet à eau, et voilà, quoi. Bon, Riddle Ricochet risque de s'en prendre plein la gueule, et peut-être que ce sera d'autres personnes, ce sera un geste malencontreux, que c'est Morrison qui va tout prendre, bref, voilà. Mais un truc autour de ça, du Miz qui va essayer peut-être de mettre son grain de sel, d'autant plus que c'est quand même le dernier détenteur de la mallette, en plus, hein, d'ailleurs, hein, symboliquement. Donc voilà, bon j'écarte tout ça, Ricochet, Morrison aussi, et on se retrouve donc avec Biggie, Nakamura et Rollins. Nakamura, il sort de cette histoire à dormir debout avec Corbin. Corbin, est-ce qu'il va pas intervenir sur Nakamura, peut-être aussi. Bon, on va pas faire intervenir toute la Terre, hein, non plus, hein. Ils vont pas mettre toutes les storylines en même temps, hein. Des interventions, il y en aura sûrement, mais ils vont pas toutes les faire, hein. Ça, je vous donne juste les possibilités, mais oui, que Corbin intervienne sur Nakamura, peut-être, mais bon, parce il a beaucoup de rancœur envers lui, forcément. Mais j'y crois pas, à Nakamura. Je n'y crois pas. En fait, pour moi, ça va se jouer entre Biggie et Rollins, quoi. Voilà. Pour moi, c'est Biggie et Rollins, les deux, je veux dire, les plus crédibles pour l'avoir. Euh,
Rollins, je vous l'ai déjà expliqué, autour de Edge, etc. Tout ce qu'il a teasé aussi lors du dernier SmackDown, le fait qu'il pourrait refaire le coup un peu de Mania 31, et cacher sur Reigns, à nouveau aussi, hein, refaire le coup, peut-être, évidemment, et puis s'intégrer dans un triple threat peut-être dimanche. Bref, il y a des choses à faire. Donc oui, Rollins serait un très bon porteur de mallette, hein, il l'a déjà été. Et Biggie, bah, Biggie finalement il est un petit peu plus discret, il est un peu plus rentré dans le rang, hein, bah, malheureusement bah, le départ d'Alistair Black a fait que bah, son programme avec lui bah, est tombé à l'eau. Il est retombé un peu un cran en arrière avec Apollo Crews notamment, hein, qui était sa feud initiale de Mania, hein. Donc il tourne autour de Crews, hein, mais comme Kevin Owens aussi, hein. Et puis il y avait Sami Zayn là, qui est un petit peu plus rentré dans le rang, là, Zayn on le voit pas là, il est pas là. Voilà, il est un peu mis, ils l'ont mis un peu mis au repos. Donc oui, bah Biggie là, il végète un peu dans la mid-card, mais je pense que c'est un élément, on va dire, bah évidemment qui plaît beaucoup à Vince, hein, ça c'est sûr que c'est un des chouchous, hein, parce que c'est les New Day, hein, les New Day à eux trois sont des chouchous de Vince. Hein, on l'a encore vu là, je veux dire, Kofi a battu Lashley, Woods a battu Lashley. Je veux dire, on leur donne quand même quand même des belles victoires. Euh, alors là, Kofi gagnera pas, par contre, hein, faut pas rêver dimanche. Mais bon, voilà, il y a eu quand même un palmarès énorme pour les New Day, hein, en tag, plus le titre évidemment VVE de Kofi, plus les New Day considérés comme étant la meilleure tag team de l'histoire, hein, de la VVE, hein, on l'a vu récemment, par la VVE elle-même. Hein. Donc oui, bah, on sent qu'il y a les New Day ça plaît, et Biggie, bah, je pense que c'est encore un gros projet. Et je vous ai déjà parlé ces derniers temps d'une possibilité de faire monter Biggie en main event, hein, en upcard pour s'en prendre à Reigns, quoi. Un Biggie Reigns, ça peut s'écrire, ça peut être une feud intéressante, fraîche en plus. Euh, Autre possibilité avec une victoire de Biggie, c'est que bah, évidemment ils ont un an pour cacher, donc il y aura la draft et compagnie. Donc qui dit que Biggie ne va pas être drafté à Raw, rejoindre à nouveau ses camarades du New Day, mais pas forcément pour reformer les New Day, mais au moins rejoindre Raw et peut-être venir titiller Bobby Lashley avec sa mallette. Puisque là, bon bah Lashley, il a des problèmes avec les New Day. Hein, il s'est fait battre par Kofi, il s'est fait battre par Woods. Donc, bah, un Biggie qui viendrait aussi s'en prendre à Bobby Lashley, ça peut être une grosse menace pour Lashley. Maintenant, bon, bah, l'histoire avec les New Day va commencer à dater, puisque le temps qu'il fasse la draft, Biggie, hein, il est encore à SmackDown pour un petit moment. Hein, donc, je sais pas si vont revenir sur cette histoire entre Lashley et les New Day. Lashley d'ici là a peut-être perdu son titre en plus. Donc on verra, mais c'est une option, enfin c'est une idée, on va dire, de reprendre cette histoire entre les New Day et Lashley à travers Biggie. Euh, un mec costaud comme ça, face à Lashley, voilà, bah, ça peut avoir de la gueule. Comme Biggie face à Reigns. Voilà, je pense que dans les deux cas, ça peut avoir de la gueule. C'est un gros cadeau qui serait mérité. Hein, quelqu'un qui plaît, je pense, et qui végétait là, voilà. Et ça pourrait aussi justifier sa perte de titre intercontinental aussi, peut-être parce qu'ils veulent le faire monter. Enfin, ils l'ont fait patienter, mais ça y est, peut-être que c'est le moment pour lui. Donc pour moi, Biggie est le favori. Hein, c'est d'ailleurs, si on regarde les cotes à l'heure actuelle, il est favori. Rollins aussi est pas loin. Riddle et McIntyre, je crois, suivent. Hein, c'est un peu ce quatuor pour l'instant. Les autres ont peu de chance. Hein. Morrison, Ricochet, Owens, Nakamura, on peut les exclure. Donc moi, je vais dire que ça va se jouer entre Biggie et Rollins, mais il va bien falloir que je donne un nom. Et moi, je vais donner Biggie. Voilà, je vais donner Biggie. Et donc le duo Alexa Bliss, Biggie, pour être les détenteurs de la mallette. Est-ce que ça va cacher le soir même? Possible. Mais j'en ai pas trop envie. J'y crois pas des masses. Je n'y crois pas des masses. Je pense on peut raconter de belles histoires avec la mallette. J'espère qu'ils cette fois-ci ils ont bien des plans en tête, qu'ils savent quoi faire de la mallette. Ils savent déjà qui va la gagner et ils savent déjà ce qu'ils vont en faire. Parce que l'année dernière, je pense à Otis. Otis, il savait pas quoi en faire. Ils l'ont juste remercié de nous avoir divertis en pleine pandémie. Voilà, il était bien drôle. Il faisait rire Vince et tout. On a bien compris pourquoi il avait la mallette. Mais derrière, aucun plan. Rien. Ça servait à que dalle. Énorme flop la mallette l'année dernière. Et donc du coup, ils ont trouvé ce stratagème en mettant le mise dans l'histoire qui était un peu plus crédible déjà en porteur de la mallette. Même si, bon, ben, c'était pas génial
de le voir champion. Hein. Pour moi, c'est pas un main eventer, mais on va dire qu'il a fait le taf en tant que Mr. Money in the Bank. Pour moi, c'était un très bon porteur de la mallette, le Miz. Mais un champion de la WWE, pour moi, c'est trop, quoi. C'était trop. Bref, on va pas revenir sur le passé. Mais voilà, j'espère qu'ils ont déjà de bonnes idées derrière la tête, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, savoir ce qu'ils vont faire, surtout. Quel est le plan? Si c'est Biggie, qui veulent le mettre sur face à Reigns, lancer un programme, faire quelque chose, lui donner le titre, je sais pas, mais il va bien falloir penser à quelque chose derrière, quoi. J'espère qu'ils vont le faire. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur les pronostics du Money in the Bank. Hein, 1h30, un peu plus d'1h30 de vidéo. Hein, désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Mais je vous l'avais dit, hein, j'aime bien m'étaler un peu plus sur les pronostics et moins maintenant sur la review. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout vous aurez écouté ça en entier. Je remercie tout le monde, hein, tous mes camarades habituels. Hein, je vais pas les nommer cette fois-ci pour gagner un peu de temps, mais vous vous reconnaîtrez. Ce sont toujours les mêmes noms. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi, et surtout les likes. N'oubliez pas de liker, même si vous n'êtes que... même si vous êtes 50, 60, 70 à me regarder, à écouter cette vidéo, 10 likes, ce serait déjà bien. Voilà, je ne demande pas 40. Une dizaine de likes, ça m'aidera pour ma visibilité, et c'est vraiment ça qui m'apporte. S'il vous plaît, voilà, juste un petit like, c'est gratuit et ça va très très vite. Et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voulez continuer à recevoir des vidéos de pronostics et de reviews de pay-per-view de la WWE en grande partie. Voilà, et on se retrouvera donc la semaine prochaine, à peu près a priori comme d'habitude, dans la nuit de lundi à mardi, pour la grande review de Money in the Bank. Les retombées d'euros, on verra bien ce qui se passera. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très très bon pay-per-view. Je pense que ça peut être pas mal. Les build-ups sont, on va dire, moyennas, mais la carte, je pense qu'elle est plutôt pas mal et assez solide. On peut avoir vraiment un show sympathique et même historique. Hein. Il est déjà historique de toute façon, avec le retour du public, et cette fin de l'ère pandémique, on va dire, en tout cas au niveau des shows, on peut avoir vraiment un show de très bonne qualité qui sera peut-être, il peut même être candidat au show de l'année, hein, s'ils font les choses bien. On verra bien. On verra bien. Voilà donc très très bonne fin de semaine, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo. Ciao à tous.